Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous renouveler votre fidélité. Le grand format de ce dimanche 22 juin 2025 sera marqué par le numérique, ce carrefour de connaissances qui devient aujourd'hui une pièce maîtresse pour tout métier d'avenir. C'est quoi exactement le numérique? Doit-on nécessairement être surdoué dans les matières scientifiques avant d'accéder au numérique? Et que peut gagner un élève, un étudiant, un fonctionnaire ou encore un patron d'entreprise en incorporant le numérique dans ses activités? La réponse à toutes ces questions dans cette émission, puisque notre invité de la semaine est un expert en numérique. Il a nom Enaboua Glele Agboro. Il est formateur et producteur de contenu. Avec lui, nous parlerons du numérique, cette incontournable formation qui s'impose pour assurer l'avenir. Et pour la page culture de cette émission, je vous propose un jeune artiste béninois. Il est compositeur, rappeur, il s'inspire bien souvent du vécu quotidien, mais aussi et surtout de la tradition ancestrale. C'est un jeune chanteur très percutant qui se révèle au monde par la singularité de son talent. Il n'est certes pas du clergé, mais il s'appelle Cardinal Ricky ou simplement Bévon de Luxe. Nous aurons également droit à la revue de presse hebdomadaire de Asomokanya Siangbon qui sera suivie du décryptage de l'actualité avec notre invité média. Aujourd'hui, nous restons à domicile avec le chef de l'info continue sur Canal 3 Bénin, Wahab Alikbara. D'habitude, c'est lui qui pose des questions, mais ici, c'est lui qui va répondre aux questions. C'est donc parti pour le grand format de ce dimanche 22 juin 2025 avec le journal. Au sommaire de cette édition, la première phase de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a démarré ce vendredi sur l'ensemble du territoire national. Le top a été donné à Porto Novo par le ministre de la Santé Benjamin Moupati. Le point de la cérémonie dans un instant. Et pendant ce temps, Alain Adibadé et son équipe lancent officiellement le concours Abomey Calavi Ville Propre. C'est une initiative basée sur une approche à la fois citoyenne et compétitive. Elle est soutenue par plusieurs structures privées comme publiques, dont la Société de gestion des déchets et de salubrité SGDS. Les détails dans ce journal. Nous parlerons aussi de Unipod, le pôle universitaire de développement du potentiel innovatif et entrepreneurial des étudiants qui s'allient à Unleash pour résorber des défis actuels de l'agriculture béninoise. Les deux partenaires forment une cinquantaine de jeunes à la promotion des technologies intelligentes dans l'agriculture durable. Une session de 48 heures porteuse d'espoir pour des innovations directement exploitables sur le terrain. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Après Ouida et Cotonou, l'association Bénéville Propre étend son action contre l'insalubrité et l'incivisme sur la commune d'Ortois par excellence du Bénin. Alain Adibadé et son équipe ont en effet procédé ce vendredi à la mairie d'Abomey Calavi au lancement officiel du concours Abomey Calavi Ville Propre. C'est une initiative basée sur une approche à la fois citoyenne et compétitive. Elle est soutenue par plusieurs structures privées comme publiques, dont la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS. Hugues Vingbe pour les détails. Transformer les 9 arrondissements de la commune d'Abomey Calavi en véritable modèle de salubrité, de civisme et de bien-être collectif. C'est la visée véhiculée par le concours Abomey Calavi Ville Propre, dont le lancement s'effectue au cours de cette cérémonie. Le concours Abomey Calavi Ville Propre entend mobiliser les arrondissements autour de 3 enjeux majeurs: la salubrité, la libération des espaces publics et la lutte contre la pollution sonore. C'est un appel à l'action, une invitation à chaque quartier à relever le défi de la propreté durable. Le concours Abomey Calavi Ville Propre est une initiative de grande portée. Il s'agit d'une mobilisation citoyenne. Pour l'aboutissement de ce projet, un rôle déterminant est confié aux autorités locales. Chers chefs d'arrondissement, chers chefs quartiers, voilà ce concours qui vient directement vers nous et qui nous donnera l'occasion de montrer qui nous sommes et ce que nous allons faire en matière de propreté. Les autorités locales doivent se mobiliser et faire sortir la population.
surtout la population le matin, comme on le dit, c'est tous les samedis à partir de 7h jusqu'à 10h, 11h qui doivent être nombreux dehors pour quand même rendre sortir à nettoyer, à enlever les herbes, les mauvaises herbes. Le concours Abomey-Calavi Ville Propre bénéficie d'un accompagnement multiple. Au nombre des partenaires de l'ONG Bénin Ville Propre figurent notamment la Société de gestion des déchets et de la salubrité et la direction départementale du cadre de vie. La SGDS apporte son expertise, ses ressources matérielles et humaines et son engagement indéfectible pour accompagner les communes du Bénin dans l'amélioration durable de leur cadre de vie. Ma mission est d'assurer la coordination technique, le suivi rigoureux des critères de performance ainsi que l'appui conseil aux acteurs du terrain. Les allocutions sont suivies de la remise d'un lot d'outils d'entretien destinés à servir dans le cadre de la compétition qui s'ouvre le 28 juin et se ferme le 9 août 2025. Des toilettes publiques sont prévues à titre de récompense pour les 3 premiers arrondissements. Unipod, le pôle universitaire de développement du potentiel innovatif et entrepreneurial des étudiants, s'allie à Unleash pour résorber les défis actuels de l'agriculture béninoise. Les deux partenaires forment une cinquantaine de jeunes à la promotion des technologies intelligentes dans l'agriculture durable. Une session de 48 heures tenue à l'université d'Abomey-Calavi avec l'espoir d'enregistrer plusieurs innovations directement exploitables sur le terrain. Reportage. Ils ont le devoir de démontrer, preuve à l'appui, que l'innovation n'est pas réservée aux autres continents, qu'elle est bien vivante au Bénin. Les jeunes réunis ici sont armés de compétences de base diverses et dotés de francs atouts dans le digital. Ils développent aussi une bonne part de sensibilité aux défis de l'heure en agriculture. Unleash et Unipod s'entendent donc par ce programme pour faire parler leur ingéniosité dans le but de créer, grâce aux technologies intelligentes, des solutions adaptées à une agriculture durable. L'agriculture, pilier de notre économie, a besoin d'idées neuves, de solutions locales, de technologies nouvelles et de talents audacieux pour se réinventer face au changement climatique. Ce hackathon fait partie des activités clés par lesquelles l'Unipod Bénin compte contribuer à la mise en place et à la promotion de solutions adapté aux réalités locales. Ces hackathons permettra, j'en suis convaincu, de faire émerger des solutions technologiques pertinentes pour améliorer la productivité, renforcer la résilience des exploitations et optimiser la gestion des ressources naturelles dans notre pôle de développement agricole. Ce sont des solutions appropriées aux petits exploitants agricoles, notamment en zone rurale qui sont essentiellement attendues du Unleash Hack Unipod Bénin. Les 2 jours de travaux permettent aux experts et facilitateurs d'aborder la réalité de la sécurité alimentaire à l'ère de l'agriculture intelligente. Les participants vont aussi à l'école des systèmes agroalimentaires durables. En raison des défis liés au changement climatique, la gestion des risques et catastrophes trouve également sa place dans le catalogue de formation. Je voudrais, au nom de Madame la Ministre, féliciter les organisateurs pour cette belle initiative qui réunit développeurs, créateurs et passionnés des technologies. Je formule le vœu de voir des solutions e-agri poursuivre leur processus jusqu'à leur mise sur le marché. 9 pays dont le Bénin bénéficient de cet hackathon de Unleash et Unipod. Parlons à présent de l'Assemblée générale des vendeurs d'essence de contrebande, communément appelée ICBAYO. C'était ce vendredi 20 juin 2025 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. La rencontre est initiée par l'Association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers. Elle vise à harmoniser les points de vue afin d'établir une réglementation claire sur la vente du carburant dans les différentes villes du Bénin. Voici le compte rendu de Florence Bossa.
C'est un moment crucial pour ces acteurs du secteur informel des produits pétroliers au Bénin. Des vendeurs et vendeuses de carburant discutent de la mise en place d'une grille tarifaire commune et de mécanismes de contrôle pour éviter les spéculations abusives sur le prix de l'essence frelatée au Bénin. Désormais, partout au Bénin, un litre d'essence frelatée doit être vendu à 600 francs CFA. Ce que nous faisons aujourd'hui est un pas vers l'avenir, mais aussi un adieu à des pratiques devenues inadaptées. Nous tournons une page, non pas pour renier ce que nous avons été, mais pour bâtir avec lucidité ce que nous voulons devenir. Le secteur informel de la distribution des produits pétroliers, que l'on désigne communément sous l'appellation essence payeur, a longtemps été une solution de subsistance pour de nombreux compatriotes. Les autorités présentes à cette assemblée générale promettent encadrer davantage ce sous-secteur tout en tenant compte des contraintes liées à ce métier. Au cours de la rencontre, un bureau a été mis en place par la nouvelle association des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers. Nous aurons accompli de grandes choses ensemble au cours de notre mandat. Votre engagement, votre enthousiasme et votre solidarité seront la force vive de notre association. Je saurai compter sur vous pour votre contribution précieuse. Nous allons travailler main dans la main, avec détermination et passion, pour faire de notre association un modèle de réussite et de partage. Ensemble, nous pouvons construire un avenir encore plus prometteur pour notre communauté. Ce creuset des acteurs d'assainissement du secteur des produits pétroliers a pour objectif d'uniformiser les prix au niveau des vendeurs d'essence, de contribuer à la mobilisation accrue des recettes douanières et encadrer les pratiques qui mettent en péril la sécurité publique et l'ordre économique. Parlons santé à présent. La première phase de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a démarré ce vendredi sur l'ensemble du territoire national. Le top a été donné à Porto Novo par le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati. Le point de la cérémonie dans ce reportage. 2 gouttes d'espoir administrées dans la bouche d'enfants de moins de 5 ans. Ainsi a été donné ici à Porto Novo par le ministre de la Santé le coup d'envoi du premier tour de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite au Bénin. La poliomyélite est une maladie virale, hautement contagieuse, qui affecte principalement les enfants de moins de 5 ans. Elle peut entraîner une paralysie irréversible et dans certains cas, elle peut entraîner la mort. Mais, grâce à la vaccination, nous avons les moyens de lutter efficacement contre la maladie jusqu'à son éradication complète. Cette campagne s'inscrit donc dans une dynamique de renforcement du programme élargi de vaccination, mais aussi dans notre volonté politique de garantir la couverture sanitaire universelle. Ne cédez pas aux réseaux sociaux, ne cédez pas aux rumeurs. Comme on le dit souvent, les conseillers, ce n'est pas eux les payeurs. Vous allez lire les réseaux sociaux, vous allez refuser les 2 gouttes de vaccin aux enfants, mais demain, vous serez seul face à votre responsabilité devant un enfant qui ne pourra plus marcher. La campagne prévue pour se dérouler du 20 au 23 juin sur toute l'étendue du territoire national mobilise des équipes de vaccinateurs dans les centres de santé, les marchés et même dans les quartiers afin de s'assurer qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. N'écoutez pas les fausses rumeurs ou les informations non vérifiées. Faites confiance aux professionnels de la santé qui sont là pour vous servir et pour assurer le bien-être de vos familles. Je profite pour lancer un appel à tous les leaders communautaires, élus locaux, autorités religieuses, les associations et groupes organisés, acteurs de la société civile, les parents d'enfants, à soutenir et accompagner la réussite de cette campagne. En intensifiant la vaccination contre la poliomyélite,
Le Bénin entend ainsi préserver les enfants contre toute résurgence de cette maladie invalidante. Intégrer la préservation de la biodiversité dans le développement agricole, c'est le thème qui a réuni à Paraco cette semaine plusieurs acteurs étatiques, techniques et communautaires. Cet atelier marque le lancement de la phase 2 du projet BioDev 2030 dans le pôle de développement agricole numéro 4. Un projet mis en œuvre par l'Union internationale pour la conservation de la nature avec l'appui technique et financier de ses partenaires, dont l'Agence française de développement. Suivant. L'atelier il est ouvert. Et nous demandons l'engagement de tous pour que la biodiversité soit conservée et restaurée. C'est à travers les mots du chef de l'inspection forestière du Borgou que l'atelier de lancement de la phase 2 du projet BioDev 2030 a été officiellement ouvert. Cette initiative, soutenue par l'Agence française de développement, est mise en œuvre par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UCN. L'objectif principal de cet atelier, c'est de discuter avec toutes les parties prenantes qui opèrent au niveau du pôle du développement agricole 4 qui a été choisi comme territoire pilote et discuter des plans d'action de réduction de la pression sur la biodiversité. L'objectif final, c'est d'arriver à faire une production d'actions prioritaires pour améliorer et conserver de façon durable la biodiversité. La perte de la biodiversité au Bénin s'explique par 3 principales causes. Pour les participants, cet atelier vient à point nommé. La première cause de la perte de la biodiversité au niveau du pays, c'est l'agriculture. L'utilisation biologique vient juste en deuxième position. Et en troisième position, c'est l'urbanisation qui a été identifiée comme étant la cause de la perte de la biodiversité au niveau du Bénin. Cet atelier d'aujourd'hui, vraiment, c'est magnifique, c'est bon, parce qu'il y a assez de problèmes dans les forêts. Parce que si vous voyez, ceux qui font les braconnages, ils sont là. En dehors de ça, il y a les scieurs qui coupent le bois en désordre. En dehors de ça, il y a ceux qui font le champ et coupent les bois en désordre. Pendant ces 3 jours d'échange, l'objectif est clair, formuler des recommandations fortes et concrètes pour orienter les prochaines actions du projet BioDev 2030. Ce plan d'action qui sera conçu, ce liste que nous aurons, le liste de production, le liste d'actions prioritaires que nous aurons à la fin de cet atelier, va être converti en une note conceptuelle pour être financé par un bailleur. Je tiens à remercier les partenaires, notamment l'AFD, la Direction générale des eaux, forêts et chasses, qui ne cessent de soutenir BioDev dans la mise en œuvre de ce projet. Et également la société civile. Ouvert ce mercredi 18 juin 2025, l'atelier se poursuit jusqu'au 20 juin prochain. Avant de refermer ce journal, nous parlerons de l'Agence des systèmes d'information et du numérique qui poursuit sa formation de 100 jeunes filles à la cybersécurité. Il s'agit d'une campagne nationale qui a pour cible les jeunes filles qui ont entre 18 et 25 ans dans les départements de l'Atlantique, du littoral, de l'Atacora, des collines et du plateau. L'étape de l'Atlantique et du littoral lancée à l'université d'Abomey-Calavi lundi dernier a été clôturée ce mercredi 18 juin 2025. Le point. Ces jeunes filles des départements de l'Atlantique et du littoral en savent désormais un peu plus sur la cybersécurité. 3 jours durant, elles ont été outillées par des experts de l'Agence des systèmes d'information et du numérique sur les mesures et pratiques visant à protéger les systèmes informatiques, les réseaux, les données. Les programmes contre les accès non autorisés et les menaces numériques étaient aussi dans le panier de formation. Des connaissances qui leur permettront désormais de contrer les cyberattaques et les accès non autorisés. Nous avons eu à aborder plusieurs aspects de la cybersécurité, les cyberattaques, les méthodes préventives. Lors de cette formation, j'ai appris en tant que développeur les vulnérabilités auxquelles les applications ou les sites que je mettrai en ligne pourront avoir. Grâce à cette formation, aujourd'hui, je sais que je dois avoir une bonne hygiène numérique. Je sais ce que c'est que mon identité numérique et ce que je dois faire pour sécuriser mon identité numérique. En finissant cette formation aujourd'hui, je suis capable de détecter facilement les tentatives d'atteinte à la sécurité de mes informations. Ce projet de formation de 100 jeunes filles sélectionnées à travers le pays s'inscrit dans la directive
de la stratégie nationale de sécurité numérique au Bénin de la CIN. Il vise à accroître le nombre de femmes dans le domaine de la cybersécurité au Bénin. C'est de montrer en réalité que vous, les jeunes filles également, vous avez la compétence, vous avez la capacité d'exercer ce métier qui semble être un métier uniquement d'hommes. On est en train de mettre en œuvre une équipe de surveillance au niveau du secteur financier, au niveau du secteur universitaire. On a parlé avec la défense et on va avoir aussi la même chose au niveau de la défense. On est en train d'avoir plusieurs entités comme ça qui vont naître, que nous allons alimenter en information et en point de contact. Il faut bien entendu que des personnes puissent être dans ces équipes-là. Vous serez peut-être bientôt les membres de notre cyberarmée. Bon, le terme c'est un peu catchy. Après Abomey Calavi, cap sera mis sur le département de la Takora dans les tout prochains jours pour la dernière étape de cette formation. Au thème, 40 bourses de formation en cybersécurité à l'école des métiers du numérique seront offertes aux participantes qui se seront les mieux illustrées dans les 5 départements. Et c'est justement ce dernier volet qui plante le décor pour recevoir notre invité de la semaine, puisque nous parlerons du numérique au cœur de l'entretien avec notre invité. Le numérique, cette incontournable formation qui s'impose pour assurer l'avenir. C'est quoi exactement le numérique? Doit-on nécessairement être un surdoué dans les matières scientifiques avant d'accéder au numérique? Et que peut gagner un élève, un étudiant, un fonctionnaire ou même un patron d'entreprise en incorporant le numérique dans ses activités? La réponse à toutes ces questions dans un instant, le temps d'installer notre invité. Bonsoir à vous, Enaboua Glele-Agboro. Bonsoir, M. Gaba. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour votre invitation. Ouais, c'est moi. Vous êtes expert en numérique, formateur et producteur de contenu. Vous vous engagez beaucoup plus pour la montée en compétences des jeunes Africains dans les métiers du digital. Parlons d'abord du numérique. Que doit-on comprendre par ce vocable? Le numérique, c'est tout simplement l'ensemble des technologies qui permettent de créer, stocker, partager, traiter une information sous forme numérique. Cela inclut l'intelligence artificielle, la télécommunication, l'informatique, les réseaux, l'Internet. Et c'est une définition tout simple et non technique qu'on peut retenir du numérique. Oui. Et pourquoi est-ce si important aujourd'hui d'apprendre le numérique? Et qui peut apprendre le numérique? C'est très important d'apprendre aujourd'hui le numérique parce que le numérique est partout présent. Ça a changé notre manière de vivre et de fonctionner dans la société. Quel que soit le secteur d'activité aujourd'hui dans lequel vous travaillez, vous êtes obligé d'utiliser le numérique. Que ce soit dans le secteur de la santé, de l'éducation, de la communication et même de l'information. Par exemple, aujourd'hui à Canal 3, si un auditeur rate une émission, il a la capacité de le suivre en replay sur les différents canaux comme YouTube. Oui. Donc c'est très important aujourd'hui d'apprendre le numérique. Maintenant, qui peut apprendre le numérique? Tout le monde peut apprendre le numérique. Mais si vous voulez en faire un métier, je vous conseille d'aller vers des écoles spécialisées pour la formation pour avoir de réelles compétences dans ce secteur. Oui. Je sais que vous êtes titulaire d'un Master 2 en responsabilité marketing digital et d'un Master 1 en chef de projet digital obtenu à l'école multimédia de Paris. C'est bien cela? Oui, bien sûr. Et après justement quelques années d'expérience dans le digital en France, vous avez fait le choix de revenir en Afrique pour transmettre votre savoir et inspirer la jeunesse. Dites-moi, que faites-vous exactement pour aider la jeunesse à comprendre l'importance du numérique? Bon, primo, j'ai travaillé en étroite collaboration avec la toute première école supérieure du numérique en France, qui est l'école multimédia, et avec un promoteur ici au Bénin pour pouvoir amener les filières du numérique ici dans le pays pour que les étudiants puissent composer à l'examen national et décrocher des diplômes d'État béninois dans le numérique ou des diplômes français dans le numérique. Ensuite, j'ai une chaîne YouTube où je crée des contenus instructifs et inspirants. Je vais rencontrer des entrepreneurs dans le secteur du digital qui partagent avec nous leur quotidien, leur réussite, leur succès et surtout aussi les échecs, c'est important. Et je vais rencontrer les jeunes dans les écoles, dans les universités, pour les sensibiliser à aller se faire former au métier du numérique, qui est un secteur en plein essor, un secteur d'avenir. Et tout ça a pour objectif de montrer que le numérique est un outil de transformation positive qui n'a rien à voir avec les arnaques en ligne, qui n'est rien d'autre
qu'une conséquence de la mauvaise utilisation du digital. Ouais. Et quelles sont les orientations possibles pour un jeune diplômé, surtout que nous savons que les examens de fin d'année viennent de finir et bientôt nous aurons de nouveaux bacheliers et qui seront une fois encore contraints à ce que nous connaissons, le choix et les orientations, le choix des filières d'avenir justement. C'est une très belle question parce qu'il y a de cela quelques jours, nos jeunes frères ont composé le baccalauréat et d'ici quelques jours, quelques semaines, ils auront les résultats. Et une fois que vous avez les résultats, que vous avez le baccalauréat, vous êtes face à un choix. Le choix de votre future filière qui détermine la ligne directive de votre vie sociale, de votre vie professionnelle. Ouais. Donc, on a constaté aujourd'hui que beaucoup de jeunes font un mauvais choix et à la fin de leur cursus se retrouvent avec les diplômes et au chômage. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers les secteurs d'avenir, des secteurs en plein essor comme le numérique, où il y a beaucoup d'offres d'emploi, mais on ne retrouve pas des diplômés dans ce secteur. Donc, je conseille aux jeunes frères d'aller vers le numérique. Le numérique, il y a plein de métiers. Il y a plein de métiers que vous pouvez faire à la fin de votre formation, comme le métier de chef de projet digital, développeur web, expert en intelligence artificielle et plein d'autres encore. Donc, je vous conseille de faire des recherches déjà à partir de maintenant, de ne pas attendre les résultats du bac, faire des recherches. Et si vous êtes intéressé par quelque chose et que vous avez la chance de décrocher votre bac, vous vous faites former dans ce domaine. Oui, c'est bien de vouloir orienter les jeunes vers le numérique, mais l'autre paire de manches est d'avoir une formation de qualité. Vous, par exemple, vous avez été formé à Paris. Est-ce que le Bénin dispose de centres de formation de qualité et surtout à coût raisonnable pour donner aux jeunes un bon niveau en numérique afin de les aider à s'imposer dans la vie professionnelle? Vous savez, il faut remercier l'État béninois pour le travail qui se fait déjà sur le territoire, mais aussi le secteur privé, à travers les promoteurs qui apportent les pieds à l'édifice. Et moi, personnellement, je travaille avec une école ici sur le territoire béninois qui s'appelle ANSA, qui est à Godomé, qui est une école qui est spécialisée dans la formation d'un métier du numérique pour les jeunes. Donc, il existe des écoles sur le territoire qui le font, en partenariat avec des écoles à l'extérieur. Donc, je peux répondre en disant oui, il existe des écoles ici sur le territoire. J'ai insisté sur la qualité et le coût, justement. Oui, et une très bonne qualité de formation parce qu'ils sont en partenariat avec une école internationale qui existe depuis 25 ans. Et les coûts sont abordables pour des filières comme ça où en Europe c'est à coût de 6 000 euros, 7 000 euros, c'est très cher. Ici au Bénin c'est abordable les prix qu'ils proposent. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a aussi la qualité parce qu'on voit également des petits centres à gauche et à droite aux abords des rues qui proposent des formations en numérique. Est-ce que ça peut vraiment véritablement faire l'affaire? Oui, on parle d'écoles vraiment reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur, par la DGS, avec de réelles compétences, avec des intervenants qui ont fait aussi l'Europe comme moi, qui sont là sur le territoire pour aider les jeunes à avoir de réelles compétences et une fois à la fin de leur formation, être capable de rentrer dans le milieu professionnel et répondre aux attentes dans le milieu professionnel. Ouais. J'ai souvent entendu dire qu'il faut être surdoué, ou tout au moins un excellent scientifique, pour s'essayer au numérique. Est-ce vrai? Non, je dirais que c'est un mythe. C'est un mythe. C'est vrai. Purement. Oui, c'est un mythe. C'est vrai, il y a des filières aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle, comme la filière de cybersécurité et autres, où il faut avoir de bonnes bases scientifiques pour le faire, mais il existe plusieurs autres filières dans le secteur du numérique où vous avez besoin juste de créativité, de logique et de rigueur. Si vous avez de la rigueur, que vous avez envie d'apprendre, je vous conseille d'aller vers le numérique parce que ça change tout le temps, donc il faut apprendre et se mettre à jour. Donc il faut juste de la rigueur et puis l'envie d'apprendre. J'ai posé cette question parce que j'ai suivi un peu, je me suis un peu renseigné sur votre parcours. Vous avez eu un bac A2, comme beaucoup d'autres téléspectateurs qui nous suivent actuellement, et vous vous êtes retrouvé dans le numérique. Il y a certains qui estiment que quand on a le bac, le bac littéraire, on n'a pas de place dans le scientifique. Non, comment vous avez créé cette alchimie, vous? Moi, je suis un exemple palpable. Moi, j'ai eu un bac A2. D'accord. Normalement, quand on a un bac A2, c'est soit sciences politiques, soit les lettres au campus, soit l'ENAM. Moi, j'ai commencé par l'ENAM. J'ai fait l'administration générale. Puis après, j'ai eu une opportunité, j'ai voyagé, je suis allé en France. Et j'ai compris que je ne pouvais pas aller en France et refaire les mêmes choses que je faisais ici. Il fallait que je profite de cette opportunité. Donc, je suis allé vers le numérique. Pourquoi je suis allé vers le numérique? Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller se faire former, de se retrouver au chômage. Il faut éviter cela. Donc, je suis allé vers le numérique. J'ai compris aujourd'hui que quelle que soit la filière et le bac que tu as, même si tu as un bac A2, ce n'est pas un frein pour se faire former et jouir vraiment de sa profession. Donc, si vous avez un bac A2, n'ayez pas peur, on n'a pas besoin d'être un génie en mathématiques ou en physique avant
de se faire former au numérique. C'est un mythe. Ouais. Dites-moi franchement, peut-on vivre aujourd'hui et travailler demain sans le numérique? On peut vivre sans le numérique, mais travailler sans le numérique serait difficile. Parce qu'aujourd'hui, le numérique a tellement évolué que, si vous prenez l'exemple de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de métiers qui sont menacés, qui risquent de disparaître. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de nous adapter et de nous former pour avoir des compétences en numérique, pour pouvoir aller avec le monde, avec l'évolution du monde. Sinon, on risque d'être exclu de cette évolution. Donc on apprend, on s'adapte et on peut vivre et travailler avec le numérique. Ouais, un peu comme dans un village planétaire. C'est ça. Et en tant qu'expert, vous avez déjà exercé dans plusieurs autres pays d'Afrique. Qu'est-ce qui se fait ailleurs et que le Bénin n'a pas encore implémenté, n'a pas encore capitalisé pour s'inscrire dans cette dynamique du numérique, et pas seulement comme un outil de communication, comme vous l'avez dit tantôt, mais aussi comme levier d'emploi, d'innovation et d'indépendance économique et réelle? Vous savez, je vous l'ai dit il y a cela quelques minutes, que je tenais à saluer l'État béninois pour tout ce qui se fait dans le secteur du numérique. Oui. Vous voyez aujourd'hui dans des pays comme le Rwanda, le Kenya, la Tunisie ou même le Ghana, ils ont compris que le numérique est un axe important pour le développement d'un pays. Parce que ça permet l'indépendance économique pour les jeunes. Le numérique, c'est un secteur qui crée beaucoup d'entrepreneurs. Si vous prenez aujourd'hui la liste des hommes les plus riches du monde, la plupart d'entre eux font des activités qui ont rapport avec le numérique. Donc, le seul conseil que moi je peux apporter de plus à l'État béninois, parce qu'ils font déjà beaucoup, hein, ils créent des opportunités aujourd'hui pour les jeunes parce que l'administration est digitalisée et derrière cette digitalisation, ce sont des postes qu'on occupe. Donc, la seule chose qu'ils peuvent faire aussi aujourd'hui, c'est de travailler avec le secteur privé, des écoles qui ont pour ambition de former les jeunes au secteur du numérique en mettant en place par exemple des bourses pour motiver les jeunes à aller se faire former au numérique, avoir les compétences pour avoir une réelle indépendance. Le secteur du numérique, c'est le seul secteur aujourd'hui qui vous permet de travailler partout dans le monde sans bouger. Ça permet à la dame qui est à la maison de faire son business, de vendre des articles sans avoir une boutique, sans avoir un entrepôt. Donc c'est très important aujourd'hui de motiver les jeunes à aller se faire former au métier du numérique, en plus que la population béninoise est dominée par les jeunes et tout le monde utilise les téléphones, l'ordinateur, tout et tout. Donc il faut les motiver à aller utiliser le numérique à bon escient. Ouais. Des conseils aux parents d'élèves qui nous suivent en ce moment et qui pensent que le numérique, c'est pour certains enfants et pas pour les leurs, parce que très souvent, dès que l'enfant commence pas trop à toucher au téléphone, on a peur de ce que vous connaissez très bien, oui. le 419. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Bon, les parents ont raison d'avoir un peu peur parce que il faut juste les sensibiliser les enfants à utiliser à bon escient tout ce qui a rapport avec le numérique. Et vous savez, les parents, il y a de cela 20 ans, 25 ans, ils ont vécu le même phénomène qu'on vit aujourd'hui. La venue de l'informatique, où tout le monde est allé se faire former à l'informatique et tout le monde est sorti avec son diplôme et un poste à la fin. Donc aujourd'hui, nous vivons le même phénomène. La plupart des filières aujourd'hui sont bouchées, c'est-à-dire que tu finis ta formation, il n'y a pas d'emploi là. Donc je vous encourage à aller sensibiliser vos enfants, les conseiller à choisir des filières qui ont rapport avec le numérique. Et d'ailleurs, moi, sur ma chaîne YouTube, je crée des capsules où je conseille les parents sur le choix à faire pour leur future formation. Et surtout aussi, je serai présent dans beaucoup de centres après la délibération du bac pour sensibiliser, pour faire des journées portes ouvertes, pour les aider à faire le bon choix avec leurs enfants de la future formation, car elle est très importante pour la vie professionnelle et puis la vie sociale de leurs enfants. Ouais. Merci à vous, Enabou Aglele Agboro. Je rappelle que vous êtes expert en numérique, formateur et producteur de contenu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci chers auditeurs. Merci. Voilà. À présent, chers amis téléspectateurs, nous allons faire une pause et suivre le récapitulatif de l'actualité de la semaine tel que relayé par les médias. Et juste après, nous allons recevoir notre invité média pour le décryptage. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est la revue de presse hebdomadaire. Bénin Intelligent rapportait que le président de la République, Patrice Talon, a présenté le vendredi 13 juillet un séminaire de haut niveau consacré à l'évaluation de la gouvernance locale et aux perspectives de la réforme de la décentralisation. Une étape cruciale vient d'être franchie
dans le dialogue entre l'État central et les collectivités locales. La rencontre a donné aux acteurs l'occasion de faire le bilan des réformes structurelles amorcées depuis 2016. L'objectif des dites réformes est de moderniser l'action publique au niveau local. La nation relevait que 3 années après le démarrage de cette nouvelle ère, il est question de faire un bilan et d'envisager les possibilités d'amélioration. Une occasion pour faire un diagnostic clair et précis de la situation et évoquer les perspectives. En ouvrant les discussions, le chef de l'État a situé à nouveau le cadre de la rencontre et appelé les participants à un langage de vérité et d'objectivité. La gouvernance décentralisée doit être le fer de lance de l'administration publique, a laissé entendre le président de la République qui a exprimé sa désolation face au constat fait lors de la première phase de la décentralisation. Talon persiste et signe, titré Fraternité, qui a choisi plutôt le volet sincérité et la question d'un éventuel 3e mandat du chef de l'État pour écrire que s'il y avait encore un brin de doute, le débat peut être définitivement clos. La présidentielle de 2026, ce sera sans Talon. L'actuel locataire de la Marina en donne de nouvelles assurances. Il s'en ira à la fin de son second et dernier mandat. Dans une nouvelle déclaration, le chef de l'État a en effet évoqué le passage de témoins qui se fera dans moins d'1 an, ainsi devant maires, préfets et autres administratifs des collectivités locales. À l'occasion d'une rencontre avec les acteurs de la gouvernance locale, il a réaffirmé, citation, « Je ne suis pas sûr d'avoir une telle rencontre avec vous de nouveau avant de passer la main. » Certes, c'est une phrase simple mais pleine de portée, une formule qui ne laisse plus place à aucun doute, a fait observer le journal. Et puis, pointait Décryptage Info, la République du Bénin, à travers la Société de développement hôtelier du Bénin, a officiellement signé un accord de partenariat avec le groupe Hilton pour l'ouverture du Hilton Cotonou, marquant ainsi l'entrée du célèbre groupe hôtelier sur le marché béninois. Ce projet d'envergure, dont l'ouverture est prévue pour 2028, s'inscrit dans la dynamique de transformation du secteur touristique national sous l'impulsion des plus hautes autorités béninoises. Il témoigne également de l'attractivité croissante du Bénin auprès des investisseurs internationaux, a complété le journal. Et pendant ce temps, indiquait Fraternité, le centre hospitalier international de Calavi, les consultations varient généralement entre 15 000 consultations diététiciennes et 130 000 francs CFA, consultations ophtalmo, première venue, consultations spécialistes, examen OCT, rétinographie. Parmi les spécialités médicales accessibles, dès le lancement figurent la rhumatologie, la cardiologie, l'hépato-gastro-entérologie, la pneumologie, la diabétologie, la médecine interne, la néphrologie, l'oncologie médicale et l'ophtalmologie. Cette infrastructure sanitaire vise à réduire considérablement le coût des évacuations sanitaires à l'étranger et à positionner le Bénin comme un hub médical régional. Bénin Intelligent pointait, lui, la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi qui franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses outils pédagogiques. Le mercredi 18 juin, elle a inauguré un centre de correction par lecture optique, une technologie de pointe qui promet de révolutionner l'évaluation académique en assurant rapidité, fiabilité et impartialité dans la correction des copies. Les autorités ministérielles ont visité une salle de composition illustrant l'importance de ce nouvel outil qui, après son établissement en Côte d'Ivoire et au Sénégal, permet au Bénin de se positionner fièrement comme le 3e pays francophone d'Afrique de l'Ouest à bénéficier de cette technologie de pointe. Mercredi, on pouvait s'informer auprès de la nation qu'après Kigali et Libreville en Afrique, Cotonou réunit la communauté économique francophone. Les travaux de la 6e mission économique de la francophonie, démarrée le 17 juin à Cotonou, ont mobilisé des décideurs et acteurs économiques de l'espace francophone venus des 5 continents, des entrepreneurs, des femmes et hommes d'affaires, des entreprises internationales et locales,
en quête de croissance à l'international y participent. Si ce rendez-vous qui se veut le plus important des milieux d'affaires ayant la langue française en partage est maintenu, c'est en raison du bilan des 5 dernières années, rappelle Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. En ce qui concerne les attaques successives de commissariats au Nord Bénin, le matinal hausse le ton et estimait que le nouveau commandant de l'opération Mirador, le colonel André Dokui Fofo, a visiblement du pain sur la planche. Ces 2 attaques sonnent comme un signal qui intervient seulement quelques jours après sa nomination. Il devra travailler à trouver la parade contre l'hydre terroriste. Changer de cap pourrait s'avérer une alternative probante, un défi qui s'avère impératif. Décryptage Info relatait que depuis un peu plus de 2 ans, un nom s'impose avec une fulgurance remarquable sur la scène politique béninoise. Hippolyte Arondemain, inconnu du grand public il y a encore peu, cet acteur politique multiplie aujourd'hui les initiatives et les actions concrètes qui suscitent l'admiration, le respect et parfois même la surprise. Du social aux activités politiques de terrain, Hippolyte Arondemain trace avec conviction et ténacité son chemin, écrivant l'une des plus belles pages de l'histoire récente du bloc républicain. Ce qui est certain, ajoutait le journal, ce qui est certain, c'est que sa trajectoire fait du bien au bloc républicain qui, sous cette dynamique, semble bien parti pour réaliser d'excellents résultats lors des élections générales de 2026. Hippolyte Arondemain est aujourd'hui plus qu'un nom, il est un symbole d'action, d'efficacité et de renouveau politique. Et pour beaucoup, il incarne l'avenir d'un Bénin qui se construit dans le sérieux, le travail et la proximité avec les populations. C'est la fin de la revue de presse hebdomadaire. Merci de nous retrouver dimanche prochain. Il est déjà confortablement installé, notre invité média, Wahab Alikbera. Bonsoir et bienvenue sur le grand format. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à Canal 3 Bénin et le chef d'orchestre de l'émission L'Info Continue, une émission de décryptage de l'actualité au quotidien. Parlez-nous un peu du concept de cette émission et ce que vous recevez, le profil de ce que vous recevez. Merci beaucoup, Yolori Gaba. C'est un peu un exercice un peu, je dirais, renversé pour moi, un peu comme quelqu'un qui a l'habitude de faire des sujets de contraction de thèse et à qui aujourd'hui on vient imposer en quelque sorte de la dissertation, puisque souvent c'est moi qui pose les questions. Vous allez le faire. Je serai vous en position de répondre aux questions. Effectivement, comme vous l'avez dit, on a démarré une nouvelle émission, une nouvelle aventure donc depuis février, si mes souvenirs sont bons. On a commencé la veille de l'anniversaire des 35 ans donc de la conférence nationale. Donc on a commencé l'émission L'Info Continue. Si on calcule bien, ça fait donc déjà le 74e numéro le vendredi dernier. Et donc c'est une émission de décryptage de l'actualité d'ici et d'ailleurs. On a divers profils qui viennent. On a des confrères donc journalistes qui apportent leur analyse, leur appréciation, leur interprétation, leur opinion donc de l'actualité du Bénin, de la sous-région, de l'actualité internationale. On a également des universitaires, on a des acteurs politiques eux-mêmes. Donc c'est un plateau ouvert à monsieur, madame, tout le monde. Pourquoi pas? On a des acteurs culturels de temps en temps. Ça dépend de comment l'évolution, comment l'actualité évolue. Et si on a logé, dois-je dire, l'info continue juste après les minutes qui suivent le grand journal de 19h30, ce n'est pas pour rien. C'est également pour poursuivre, je dirais, les informations, les détailler en quelque sorte, car il arrive que ce soit quelques sujets développés ou présentés dans le journal que nous abordons, que nous essayons donc de décrypter, d'analyser. Voilà. Alors, quelle est la périodicité? Très souvent, comment est-ce que ça se passe? Bon, c'est une émission en direct. Nous sommes en direct du lundi au vendredi à partir de 20h. C'est 30 minutes avec 2
deux invités, n'est-ce pas, qui apportent leur analyse. Ça peut être juste des compléments, ça peut être également de la contradiction. Donc ça dépend de la nature de la thématique, ça dépend également, je dirais, du profil des invités. Mais tous les profils sont bienvenus sur le plateau de l'info continue, que comme je l'ai dit, est en direct du lundi au vendredi, c'est à 20h sur Canal 3 Benaïs. Voilà. Comme vous l'avez vous-même dit, d'habitude c'est vous qui posez les questions, mais ici sur ce plateau, c'est vous qui allez répondre aux questions. C'est la loi du grand format et vous avez droit à 3 sujets d'actualité. Êtes-vous prêts? Allons-y. Premier sujet pour vous, je sais que vous suivez de très près cette guerre au sein de l'Union progressiste. Le Renouveau, un parti issu de la fusion de l'Union progressiste, UP, et le parti du Renouveau démocratique, PRD. Et cette semaine encore, nous avons eu droit à un nouvel épisode, la demande d'explication adressée à Gratien Laurent Aouamenou et la réponse de ce dernier. Et depuis quelques jours, on parle de suspension de ce dernier, de ce membre de l'UPR, pour allégeance à un parti dissous, notamment le PRD. Comment analysez-vous la nature profonde de cette guerre d'arguments et quelles pourraient être les implications sur l'unité et la dynamique de l'Union progressiste Le Renouveau? D'accord. Louis Gaba, c'est vrai, ça fait plusieurs questions à la fois, mais je vais essayer de dire ceci. On a affaire non seulement à la guerre des idées au niveau du parti Union progressiste Le Renouveau, qui est une combinaison de l'Union progressiste, donc de l'UP, et du PRD. Et du PRD. Actuellement, il y a des notions de vocabulaire qui se heurtent, je dirais, dans les différents échanges qu'on a concernant cette actualité, parce que vous allez entendre fusion, vous allez entendre dissolution, donc le parti est dissous, vous allez entendre que la procédure n'est pas allée à terme et autres. Moi, je voudrais pas... Voilà, on parle également de mariage et autres. Pour revenir donc à cette réalité des dernières minutes, on sait que oui, il y a crise au niveau du parti Union progressiste Le Renouveau, le parti PRD de Maître Adrien Hongbeji, qui veut en quelque sorte divorcer, qui veut se retirer et qui clame l'existence légale de son parti. Ce qui, je dirais, n'est pas le cas selon le ministère de l'Intérieur, selon également les autres conjoints avec qui le parti s'est mis ensemble. Donc le parti PRD s'est mis ensemble. Quand vous voyez dès le départ le ministère de l'Intérieur qui interpelle Gratien Aouamenou dont vous parlez pour avoir utilisé les logos et les attributs d'un parti qui a cessé d'exister. C'est l'expression utilisée par le ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi je parle de guerre des mots, donc de terminologie et de vocabulaire, d'un parti qui a cessé d'exister. La réponse donnée par Maître Adrien Hongbeji, c'est que son parti n'est pas dissous et que son parti continue d'exister légalement. Quand on a pris, je dirais, les agissements qu'on reproche à Gratien Aouamenou, on lui reproche de ne pas respecter, je dirais, la discipline de groupe. Mais en peu de mots, dans la réponse qu'il a adressée, c'est que l'honneur du parti, le berceau qu'il a vu naître en termes de politique, le PRD et son président, l'honneur du président a été bafoué à travers les sorties des acteurs et autres, et qu'il a jugé important de recadrer les choses, de clarifier les choses, que c'est ce qui avait justifié ces sorties médiatiques. Donc pour lui, il n'a offensé personne. Il a estimé que le procès qu'on avait fait à Maître Adrien Hongbeji et autres, et que le parti Union progressiste Le Renouveau n'a pas réagi, était une gêne pour lui. Et donc lui, il est sorti pour apporter les clarifications qu'il fallait. Alors, on a vu que les choses ont évolué. Il a bénéficié, d'une suspension et coupé donc d'une sanction, si on peut appeler ça ainsi. Mais bon, il y a quelques questions à se poser au niveau même de cette note de suspension. Vous savez, Gratien Aouamenou est aussi bien membre du parti, donc il est membre du bureau politique. Il est également membre de la direction exécutive nationale du parti. Quand vous lisez la sanction, vous verrez qu'il n'est suspendu que de ses fonctions de membre de la direction exécutive nationale. En plus, on ne peut pas dire que les choses sont aussi dramatiques que ça, parce qu'il s'agit d'une suspension
provisoire. Il y aura, je dirais, des dispositions disciplinaires en fonction donc des statuts du parti qui vont se mettre en place et on verra la suite. Ça veut dire que bon, ce n'est pas une sanction aussi métallique que ça, puisque ce n'est pas une exclusion, il s'agit d'une suspension. Ça sous-entend qu'à tout moment, on peut le rétablir. Ouais. On sait que la situation de Maître Aouamenou soulève la question de la limite entre la liberté d'expression individuelle, vous l'avez soulevé tout à l'heure, et la discipline partisane au sein des formations politiques au Bénin. Comment un parti politique peut-il naviguer entre ces deux impératifs sans paraître à museler la critique interne ou, à l'inverse, sans laisser prospérer la dissidence? Donc, je crois que c'est une réalité avec laquelle il faut faire. C'est vrai, on parle de discipline de groupe, mais il y a que ce qu'on reproche à Gratien Aouamenou, c'est au-delà de tout d'aller sur les médias. Ça veut dire que si c'est à l'interne qu'on se permet de murmurer, de chuchoter, pourquoi pas d'aboyer, excusez l'expression, n'est-ce pas, et que bon, on a ras-le-bol, on a des coups de gueule, on peut, je le dis, dans des cadres qui existent. On estime qu'il est membre du bureau politique, il est membre de la direction exécutive nationale. À ces occasions, à ces instances-là, il peut poser tout le problème, tout ce qu'il a comme reproche à l'interne. Mais quand ça sort des quatre murs du parti et que donc ça devient comme le linge sale dont l'odeur parfume, je dirais, le voisinage, le public et autres, il y a problème à ce niveau. Je pense que c'est beaucoup plus ce détail-là qui a amené le parti à réagir. Sinon, il y a de ces informations, même si elles sont des informations des coulisses, que nous savons que bon, il y a du bruit au sein du parti, mais les détails ne sont pas exposés de façon claire sur les médias. Donc je crois que la sanction au niveau adressée donc à Gratien Aouamenou, c'est lié au fait que comme il n'a pas pu se contenir au sein du parti et poser les problèmes pour que la solution soit trouvée dans les quatre murs du parti et qu'il est allé au niveau des médias, je crois que c'est beaucoup plus cela qui gêne le parti. Donc on ne peut pas dire qu'il y a forcément absence, je dirais, de démocratie, qu'il y a absence de liberté d'expression. Il a eu l'occasion et d'autres ont eu l'occasion de s'exprimer, mais on se dit, bon, quand vous êtes en famille, il faut tout faire pour que bon, le linge sale soit lavé en famille. Oui. Wahab Pera, on sait que vous êtes journaliste. Est-ce que la persistance de cette allégeance à un parti dissous comme le PRD, malgré la nouvelle charte des partis, n'interroge pas sur la capacité des anciennes formations politiques à se réinventer ou à disparaître réellement du paysage politique? Quelles leçons peut-on tirer de cette affaire concernant l'évolution du système partisan béninois? Non, on va dire que la réforme du système partisan est en train d'être éprouvée à sa manière. Vous voyez, on a eu des tests corrigés, toilettés, donc la réforme du système partisan est intervenue, mais on n'est pas encore parvenu à travailler sur les personnes, les acteurs qui animent la vie publique. Et donc ces acteurs qui animent la vie politique font face désormais, je dirais, aux exigences, aux nouvelles réglementations. Voilà, la nouvelle réglementation, aux exigences donc des nouveaux tests, les nouveaux tests qui sont en train d'être éprouvés. Donc je pense que la difficulté réside d'abord à ce niveau. Comment s'adapter à ce fonctionnement. Vous savez que se mettre ensemble selon les intérêts, les élections s'approchent, on se met ensemble pour décrocher tel siège, pour pouvoir mettre tel autre parti en difficulté. C'était monnaie courante en son temps. Mais la réforme du système partisan est venue et ça a mis les gens un peu en difficulté. Et je pense qu'on est dans le même contexte avec le PRD et l'UP qui en son temps ont fusionné et donner, je dois dire, à l'Union progressiste le renouveau. Les informations qu'on reçoit de part et d'autre, c'est que oui, il y a toujours cette guerre de terminologie. Ça, il faut insister dessus. J'ai rappelé tout à l'heure que le ministère de l'Intérieur a parlé de parti qui a cessé d'exister. Oui. Dans la sanction qu'on applique à Gratien Aouamenou, on a parlé de dissolution, donc oui, de parti dissous, c'est-à-dire qu'il revendique son appartenance à un parti qui est dissous. Selon Gratien Aouamenou, c'est que son parti, le PRD, n'est pas dissous. Le
président de son parti PRD, Maître Adrien Houmbedi également, estime que son parti n'est pas dissous et qu'en clair, c'est que la procédure n'est pas allée à terme. Je pense que oui, il faut peut-être davantage de rigueur parce que la réforme du système partisan est un test ou est un fonctionnement un peu rigoureux. Il faut insister sur cette rigueur de manière à ce que, au niveau des autres institutions, notamment le ministère de l'Intérieur, que les traitements des dossiers, ils puissent avoir davantage de rigueur afin que, bon, certains détails n'échappent pas pour qu'on puisse jouer sur ces petites failles, ces contournements et autres. Je pense que si on a été un peu plus métallique que ça aujourd'hui, on ne serait pas à ce niveau où le PRD réclame son appartenance, pour ne pas dire réclame son existence légale, alors qu'au fond, il s'est mis ensemble avec un autre parti pour donner l'Union progressiste sur le renouveau. Oui. Deuxième sujet pour vous, la question orale de certains députés de l'opposition concernant les salaires du gouvernement a ravivé le débat sur la transparence des rémunérations des hauts fonctionnaires. Selon vous, cette demande est-elle justifiée dans le souci de transparence démocratique ou s'inscrit-elle simplement dans une logique de confrontation politique? Bon, je devais dire que ça répond aux deux. Ça répond aux deux. Nous sommes sur un terrain politique. Ceux qui ont posé la question sont des acteurs politiques et s'adressent également à des éléments politiques. Donc, on peut inscrire ça sur le terrain politique. On peut également voir le détail de transparence parce qu'il faut percevoir aussi bien celui qui a posé la question, son groupe parlementaire et ceux à qui il adresse la question comme étant des employés de l'État. Vous comprenez? Donc, des employés de l'État, ceux-là qui sont payés par l'argent du contribuable. Et par conséquent, le contribuable est curieux de savoir ces ouvriers qui travaillent pour nous, comment ils sont payés, combien nous les payons exactement. Ils font un bon travail. Est-ce que ce n'est pas légitime? Oui, c'est légitime. Donc, il y a de la légitimité, je dirais, dans cette question posée. Mais bon, s'il y a obscurité ou opacité autour de cette question, ça devrait également poser problème parce qu'on se dit, oui, est-ce qu'il s'agissait juste de vérifier combien sont réellement payés? Parce qu'en temps normal, si on avait respecté les choses, c'est que le salaire des présidents de la République, de la vice-présidente, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et autres, ce sont des salaires qui devaient être connus de tout le monde. En tout cas, des parlementaires. Et que la question qu'on vient poser en exigeant la fiche de paye, ce ne serait peut-être que dans le contrôle de l'action gouvernementale pour voir la clarté. Est-ce que effectivement, ce sur quoi on s'était entendu, le montant qu'on a prévu payer ces présidents d'institutions, ces membres du gouvernement et autres, est-ce que c'est effectivement ça qui est affiché sur leur fiche de paie? Ce serait une question de transparence. Mais je vais rebondir pour dire que l'article 48 de notre Constitution, après avoir tracé le jeu politique, par les conditions dans lesquelles le président de la République doit être élu, a également précisé comment il faut désigner, sinon comment il faut tracer la liste civile du président de la République et de la vice-présidente. Et on entend par liste civile, n'est-ce pas, tout ce qui rentre comme avantage, rémunération, traitement donc, du président de la République et de la vice-présidente. La Constitution, toujours dans l'article 48, poursuit en signifiant comment il faut tracer également la pension des anciens présidents de la République. Bien entendu, les présidents de la République élus, je dirais au suffrage universel, pour ne pas dire démocratiquement élus. Ça sous-entend que quand vous venez par, je dirais, par voie brutale, par coup d'État et autres, vous n'êtes pas sur cette liste. Ça sous-entend quoi? Que le salaire du président de la République devait être tracé par une loi. La vice-présidente également. C'est ce que dit la Constitution. Ce n'est pas un décret présidentiel qui devrait fixer, je dirais, le salaire du président de la République, parce qu'encore une fois, je précise que le président de la République doit être perçu comme un employé de l'État. Ce n'est pas l'employé de fixer son salaire en temps normal, sinon il y a maladresse. Mais on a noté, n'est-ce pas, qu'entre-temps, on a interpellé le gouvernement, ça doit être, je crois, courant 2018, au niveau de la Cour constitutionnelle, pour avoir un peu plus de lumière sur le salaire des présidents d'institutions, surtout
tous les membres du gouvernement et des membres du gouvernement surtout. Mais bon, il n'y a pas eu de réponse au niveau de la Cour constitutionnelle et par conséquent, face au silence du gouvernement, la Cour n'a pas pu prendre une décision claire. Et qu'est-ce qui avait justifié cette interpellation de la Cour constitutionnelle? C'est parce qu'on a estimé que bon, ce qui était prévu avant l'arrivée du régime actuel est revu un peu à la hausse et puis on voulait clairement comprendre. Et vous allez voir dans la question que pose, je dirais, l'honorable Ouassangari du parti de l'opposition, les démocrates, c'est qu'on puisse leur adresser le décret. Non, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un décret qui devrait fixer. Ça veut dire qu'il y a anomalie si le salaire du président de la République est payé par décret. Si le salaire de la vice-présidente est payé par décret, on dit que c'est la loi qui fixe. Vous voyez? Maintenant, il y a un travail qui a été fait entre-temps par les députés pour faire sortir une loi. Ça veut dire que l'article 48 que je vous énumérais de la Constitution que je vous énumérais tout à l'heure, qui a parlé de comment il faut, à travers une loi, fixer, je dirais, la liste civile du président de la République et de la vice-présidente, ils ont morcelé cet article en deux pour s'occuper juste, je dirais, de la pension des anciens présidents de la République. Le travail ne s'est pas poursuivi jusqu'au niveau du salaire, pour ne pas dire des avantages et autres du président de la République en exercice. On s'est occupé des anciens présidents. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a mal donné. Mais il faut travailler à ce que la transparence puisse davantage régner. Ouais. Vous parlez de transparence parce que les avis sont mitigés entre partisans de la mouvance et de l'opposition au-delà des arguments politiques. Quel pourrait être l'impact de cette polémique sur la perception de l'opinion publique béninoise, que l'opinion publique béninoise a de la gouvernance actuelle et de l'équité sociale? Bon, vous savez, on a affaire à un régime qui est un peu rigoureux, hein, un régime qui a travaillé davantage à lutter contre la corruption. De grands efforts ont été faits. On a affaire à un régime qui, en son sein, quand on note des histoires, je dirais, de détournement, de malversation financière et autres, on n'hésite pas à agir. Donc, ça veut dire qu'on a affaire, donc, comme je le dis, à un régime qui travaille à ce qu'il y ait de la transparence. Cette transparence devrait aller davantage loin, à ce qu'il n'y ait pas d'opacité, par exemple, sur le salaire des hauts fonctionnaires, du président de la République, de la vice-présidente, des membres du gouvernement et des autres présidents d'institutions. Parce que nous avons, par exemple, en termes d'institutions, même si c'est une nouvelle, le Haut Commissariat, je crois, à la lutte contre la corruption, la lutte contre la corruption. Et donc, à ce niveau, par exemple, on devait faire un jeu qui serait rapide, c'est de faire connaître, par exemple, le salaire même d'abord du président de cette institution-là. C'est également une question de transparence. Ça permet de lutter contre la corruption. Ça permet de savoir que oui, nous avons affaire à un régime, oui, qui travaille à ce qu'il y ait de la transparence et qu'il n'y ait pas, je dirais, d'opacité à des niveaux donnés. Vous voyez, il y a un petit procès qu'on fait au régime que je me permets de faire également. C'est d'attendre, par exemple, qu'il y ait un peu de bruit avant de venir apporter les clarifications qu'il faut, un peu comme on l'a eu avec les histoires des infrastructures routières et autres, où il a fallu un ministre conseiller pour venir apporter les précisions. Donc les gens se disent, à un moment donné, il faut peut-être prêcher le faux, n'est-ce pas, pour avoir le vrai. Or, quand on permet à ce que le faux soit prêché, à des moments donnés, les gens consomment suffisamment ce faux qui est de nature, je dirais, à embrouiller et à anéantir un peu les grands efforts consentis par l'État central en termes de lutte contre la corruption, en termes d'affichage de la transparence. Ouais. Enfin, le troisième sujet pour vous, le troisième sujet de notre décryptage, bien évidemment, enfants de rue et travail des enfants, un combat qui mérite des actions concertées. On sait que le constat est épatant. Malgré les efforts, le phénomène des enfants de rue et puis le travail des enfants persiste. Au-delà des facteurs économiques évidents, quelles sont, selon vous, les causes profondes et systémiques qui continuent d'alimenter cette problématique au Bénin et dans le monde entier aussi, et qui nécessitent des actions concertées? Oui, il y a entre autres la fuite de responsabilité des géniteurs.
Parce qu'il y en a qui n'assument pas leurs responsabilités et les portes sont donc ouvertes à ce que les enfants quittent la maison à la recherche donc de leur pitance, c'est-à-dire qu'ils deviennent leurs propres défenseurs, ils se cherchent en quelque sorte. Et parmi ces enfants qui sont dans les rues, sachez et croyez fermement qu'il y en a dont les géniteurs vivent encore. Vous voyez donc à ce niveau, c'est une fuite de responsabilité. Il y a entre autres également comme cause le regard de la société. Nous sommes dans un milieu où les pesanteurs sociologiques et autres continuent d'alimenter notre vivre ensemble. Des enfants qui sont perçus comme des sorciers, des enfants dont les parents ou les mamans sont perçus comme des sorcières et autres. Ça, c'est la conception qu'on a. Ça paraît banal, mais ça fait partie des éléments qui font que oui, l'enfant qui est venu à la mort de sa maman est vu comme un sorcier, par exemple. Donc, qui est à la base de la mort de sa maman. Et donc, cet enfant est plus ou moins rejeté. Et quand il est rejeté, naturellement, c'est le dehors, c'est la rue qui devient sa famille et ses enfants se promènent ensemble. Je crois qu'en termes de lutte, il y a un grand travail qui se fait déjà. Mais nos États, n'est-ce pas, que ce soit au Bénin ou dans la sous-région et autres, chaque État doit se sentir responsable, je dirais, des enfants de sa nation. Il ne faut pas forcément qu'on compte sur les aides, je dirais, des institutions internationales, des partenaires techniques et financiers avant de faire la lutte qu'il faut. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, un grand travail se fait. Je sais que pour la célébration de la journée africaine de l'enfant, les partenaires techniques et financiers ont applaudi les efforts consentis par le gouvernement béninois en termes de protection, en termes de l'institution d'un cadre légal qui défend davantage la vie des enfants, en termes de budgétisation, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été fait pour insérer dans les budgets des États les questions de protection des enfants, la sécurisation de ces enfants, je dirais leur éducation et autres. Donc ce sont des choses à saluer, mais encore une fois, c'est chaque nation qui doit se dire c'est parce que si à chaque point, je suppose que nous avons une cinquantaine de nations et que chaque nation travaille à la sécurisation de ces enfants, le supplément, pour ne pas dire les aides, les appuis des partenaires techniques et financiers devient juste un complément. Il ne faut pas juste compter sur les partenaires techniques et financiers et ne visiblement rien faire. Oui, vous avez bien dit qu'il y a des initiatives qui existent, mais le combat reste ardu. Où se situent selon vous les lacunes dans les mesures actuelles et comment peut-on alors renforcer la synergie entre le gouvernement, les organisations non gouvernementales, les communautés et bien évidemment les familles dont vous avez parlé tout à l'heure pour une approche plus efficace et durable? Je crois qu'il faut davantage accentuer la sensibilisation. Et dans cette sensibilisation, il faut associer tous les acteurs, les collectivités locales, les personnalités morales, sous-entendu, je dirais, nos rois, les dirigeants, les guides religieux, et autres, les maîtres coraniques, les chefs des cultes et autres, de manière à ce que ce travail puisse davantage se faire. Parce que là où on crie sorcellerie pour pouvoir mettre l'enfant au dehors, il y a à des moments donnés la voix des responsables de culte qui peut, je dirais, faire un véritable travail à ce niveau. Donc, si on associe les acteurs en la matière, les enfants se sentiront davantage protégés. Et là, je crois que il faut également faire un travail avec ceux à qui on fait le procès de maltraiter les enfants. Quand on envoie un enfant travailler pour faire apprentissage à l'âge de 6 ans, 8 ans, on se demande quel s'en va faire parce que le constat est clair. Celui qui commence son apprentissage à 8 ans, 10 ans, c'est quelqu'un qui est là tout le temps à rendre service seulement au patron, au sous-patron et autres, aller laver les bols, aller acheter la nourriture à tous les membres de l'équipe, donc à tous ceux qui sont dans l'atelier. Donc, le travail des enfants. Voilà, ce travail-là, ce n'est pas ce pourquoi l'enfant est même inscrit pour l'apprentissage. Vous voyez, on sait ce que la loi dit. Encore qu'il y a un âge pour voilà, on sait ce que la loi dit, n'est-ce pas, pour l'âge qu'il faut avoir pour commencer l'apprentissage. Donc, il y a un véritable travail qui doit se faire à ce niveau. C'est un combat de tout le monde. La sensibilisation, disais, doit se poursuivre au niveau des enseignants. Il faut la sensibilisation, les forces de l'ordre, il faut la sensibilisation, les parents, il faut la sensibilisation. Et il ne faut pas seulement limiter la sensibilisation au niveau de l'élite, de ceux qui sont allés à
à l'école. Même les femmes des marchés sont à sensibiliser. Il y a aussi le phénomène des vidéomégones que vous connaissez très bien. Donc c'est un phénomène récurrent dont on estime que vraiment c'est porteur pour ceux qui peut-être n'ont pas la crainte, je dirais, non seulement de Dieu, mais n'ont pas en eux le respect des tests. Parce que quand on est conscient de ce que les tests réprimandent l'utilisation des enfants de moins de 18 ans, n'est-ce pas, dans les ménages, et que pourtant on s'en va, on prend 2-3 enfants dont le plus âgé a 10 ans, ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Maintenant, au-delà de la sensibilisation, n'est-ce pas, il faut fermer les yeux et utiliser un peu de muscles de temps en temps pour pouvoir dissuader ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui doivent poursuivre. Parce que quand on sensibilise tout le temps et que rien n'avance, il faut revoir le mécanisme qu'il faut à l'effet d'amener les gens à respecter la loi. Je ne vous ai pas entendu parler du rôle des médias. Non, en fait, la sensibilisation, comme vous le savez, d'ordinaire, ce sont les médias qui sont associés à, je dirais, à la propagande, à ce que les informations soient divulguées et partagées par les téléspectateurs, par les hommes en uniforme, par les leaders religieux et autres. Ça veut dire que les médias sont incontournables à ce niveau. Qu'on les cite ou non, vous verrez que bon, tout finira par revenir au niveau des médias. Ce sont, je dirais, des hommes qui sont installés à un carrefour incontournable. Et déjà, vous y contribuez en faisant cette analyse. Merci à vous, Wahab Alikpara, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le chef d'orchestre de l'Info Continue, une émission de décryptage de l'actualité 30 minutes. Vous avez déjà le thème de demain? Demain? Bon, vous allez découvrir ça. Merci. Oui, on parlera politique sans doute. Merci à vous, Wahab Alikpara. Nous allons rapidement observer une pause publicitaire et revenir sur ce plateau pour la dernière ligne droite de cette émission. C'est justement la partie où l'on se défoule avec l'artiste de la semaine. Je vous retrouve dans un instant. Avec Canal+, passez au haut niveau. Jusqu'à la fin du mois de mai, pour 2000 francs CFA en plus sur votre formule habituelle, profitez de la formule supérieure pendant 30 jours. Pour le faire, c'est simple. Pour les abonnés MTN Mobile Money, tapez étoile 890, puis 2, puis 5. Choisissez l'option 2, changer d'offre, suivez les instructions. Si d'habitude, vous vous réabonnez à Access 5000 francs CFA, choisissez Évasion pour l'avoir à 7000 francs CFA au lieu de 10 000 francs CFA. Si d'habitude, vous vous réabonnez à Évasion, 10 000 francs CFA, choisissez Évasion Plus pour l'avoir à 12 000 francs CFA au lieu de 20 000 francs CFA. Si d'habitude vous vous réabonnez à Évasion Plus 20 000 francs CFA, choisissez tout Canal Plus pour l'avoir à 22 000 francs CFA au lieu de 40 000 francs CFA. Profitez de cette aubaine pour suivre les meilleurs programmes du moment. L'offre est également disponible en boutique Canal Plus. Pour plus d'infos, appelez le 70 55 ou écrivez-nous via notre page Facebook Canal Plus Bénin. C'est royal avec Canal+. Profitez d'une programmation de prestige. Nouvelle reine, les rois du parquet de la balle et de la NBA, il y en a pour tous les goûts au royaume du divertissement. En ce moment, accédez aux offres royales avec le décodeur HD à 1000 francs dès la formule Évasion. Et en plus, la parabole est offerte. Qu'on me mette Canal+ Sport 2. Envie de transformer votre intérieur, envie de composer votre salon à votre image, selon votre style et en fonction de votre goût. Besoin de créer de l'espace dans votre salon, votre salle à manger ou même dans votre chambre à coucher. Et si l'inspiration vous attendait juste ici? Design moderne, style vintage, bois noble, matière naturelle, couleurs tendance et bien d'autres encore. Bienvenue chez N Meubles Déco, votre destination incontournable pour des meubles et des objets décoratifs uniques, directement importés d'Allemagne. Chez nous, vous allez trouver des salons, des salles à manger, des lits, des meubles de bureau. La particularité, c'est que le client peut lui-même composer ses articles. On n'impose pas notre composition. Donc vous pouvez venir voir un ensemble de tables avec salle à manger. Vous pouvez prendre juste la table ou juste les chaises. Des canapés confortables, des tables élégantes, des objets déco-tendance, il y en a pour tous les styles et tous les budgets.
Rendez-nous visite à Calavi en quittant Kota pour Cotonou. 7e rue après la clôture de SOS au bord du Goudron. Et dans notre showroom à Wologede, rue de la Pharmacie Éternité. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 20h. Maintenant, pour des clients privilégiés qui veulent être traités comme des privilégiés, nous pouvons accorder nos horaires. Contact plus 229 01 61 09 09 09 ou le plus 229 01 61 90 91 92. Notre adresse email nmeubledeco@hotmail.com. Vous pouvez également nous joindre via nos réseaux sociaux. Sublimez votre intérieur, révélez votre style. L'artiste que je vous propose ce dimanche est un jeune rappeur béninois. Il est compositeur-chanteur, il s'inspire bien souvent du vécu quotidien, mais aussi et surtout de la tradition ancestrale. C'est un jeune chanteur très percutant qui se révèle au monde par la singularité de son talent. Il n'est certes pas du clergé, mais il s'appelle Cardinal Ricky. Et ceux qui sont encore plus proches de lui l'appellent Bévon de Luce. Voici l'un de ses morceaux les plus appréciés du public. Validé. Yeah. Okay. I'm there. Le luxe, ouais. C'est génial. Monsieur Picasso. Vitamine, mi wajalado. Non, vitamine, mi wajalado. Me remitons les coploban, ego validé. Rounombe mes enlèvres, ego validé. Capi du belé, ouais, ploban, ego validé. N'armène vos glaces, ouais, rembo, ego validé. Non, Jimo ou soule, ouais, ploban, ego validé. Non, Deli qui jole, ouais, ploban, ego validé. En face, nos limites, les grains, ou ego validé. Vous pourtant nous t'en l'air ou mille pas de validé. Robert Lambert de Luxware, le CA de Fokokadi, Ange Côté, Stéphane Bossa, Boboto de Bedocor, Aziza Diakwa de Luxware. Nous y mettons nous manon blé bédé. Romy Chomke, vitamine, mi wajalado. Nous y mettons nous manon blé bédé. Vitamine, mi wajalado. Tomi tosi nous nemi deram blogon. Toi même mi jode, nyesu benevi didi. Et tewe ajaze klemi, emini juju jakba. Akabia gbalek moi, bono dialog nous funda. Yedo eyo bata, bakale voti wi. Ani eyo fila, cheke yo sorode. Si la colo foué, pesa coro bako. Atoli da kaji, kilo chele gongon. Yahweh mi kale di, vodou kon we mi non. Au nom du père, Diaflou men oui na gbe iton le. Wenyi metan nou manon blek bede. Vitamine, mi wajalado. Griffé moto. Wenyi metan nou manon blek bede. Vitamine, mi waja. Unda me romi ton le we bloban. Eko valide, no show el pa douda le bloban. Qui wa koufa ya force bloban. Chateau ville oui. Ousmane Oba Oni Popo le we. Noadeli qui jodi mon soule. Noéni mettons nous manon blé bédé. MSC le sage. Vaudou warin. Ma marraine Fanny Sena. Vaudou ton JP cadeau. Vaudou warin. Sac banca. Comme c'est semi-sexuel. On s'avoue. Ok. Yakle mindo, yedewa yingombi, nyado akwa ubio, nando vodouwe, nando gbesa uwe, ete nyedesu, me kole vijiji, kodo boya kola, fide buwe midje, yedo na valide, amanglo nou mesaya, me poye kwa tiala, volo wede rutan, esedo na valide, loko nou wede nou mawadona, ibona chedo. I love my country, I love tradition, I love juju la cause of my inspiration. Only fait for Africa, only fait for tradition, only fait for juju la cause of my inspiration. I say where you are, where you dey, don't forget your tradition. Nia don't blow, fiade, Mahomet don't
gbedeo. Danto gbede no blana kia. Tant gbede ouais. Faut donner Simbaba, faut donner Venza. Il prego talongon de luxe ouais. Nous y maintenant nous manon gbede. Vitamine, mi wa jalado. Nous y maintenant nous manon gbede. Vitamine, mi wa jalado. Faut Voilà, Baudouin Cardinal Ricky, validé. Bonsoir Cardinal et merci de nous accorder cet entretien. Bonsoir Monsieur Ulrich, Gawa. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est un plaisir partagé. À l'état civil, vous répondez au nom de Élie Dieudonné Romaric Ronvaux. Vous êtes originaire de Porto Novo, c'est bien cela? Oui. Voilà, la capitale du Bénin, la ville aux trois noms, Adjaché, Porto Novo, Hogbonou. Ben voilà. Ketou, Poubert. Alors ça, là on n'est plus à Porto Novo. En tout cas, c'est toujours y a-t-il la une route, signification de Porto. particulière derrière le nom Cardinal Ricky? Pourquoi Cardinal Ricky? Cardinal Ricky, parce que comme j'aime toujours le dire, naturellement le rap pour moi, la musique c'est comme une religion, vous voyez un peu. La musique c'est une religion et c'est pour moi, c'est une culture pour moi. Et naturellement, j'adore cette religion et j'ai pris ma part de responsabilité dans cette religion, dont tout le nom cardinal. Vous voyez un peu, dans le game, je suis le cardinal. Vous voyez, je suis le cardinal du game et le Gbevou de Luxe, et les proches m'appellent Gbevou de Luxe. Ah ben justement, je voulais demander pourquoi Gbevou de Luxe, parce que déjà on parle de cardinal, là vous l'avez dit, vous prenez un bon niveau au sein de la chefferie, du rap, bien évidemment. Exact. Maintenant, pourquoi Gbevou de Luxe? Gbevou de Luxe, c'est parce qu'on a fait la rue, on est resté dans la rue, on a fait tous les Kassankou dans la rue, les meilleures inspirations sont venues de la rue et je me rappelle de ce premier hit en 2016, Gbevou de Luxe. Gbevou imanege, Gbevou imanege. Mais il me dit même bon quoi baro koto nous file ouais mino il a Gbevou. Je dois la dire là wala Gbevou. Malé roswore sous Gbevou. Boss talon est Gbevou. Adjavon est bien Gbevou. Donc voilà. Quiconque n'est pas Gbevou de Luxe, à vrai dire. Il faut être Gbevou de Luxe. Ouais, quiconque n'est pas Gbevou de Luxe. Pour être Gbevou de Luxe, il faut être quelqu'un de très battant, quelqu'un de fort d'esprit, quelqu'un de dur, quelqu'un de compréhensible pour savoir qu'est-ce que la rue. Ouais, un peu. Si tu ne connais pas la rue, c'est que tu n'es pas Gbevou de Luxe. Ouais. Vous avez bien fait de parler de la rue et surtout de l'aspect battant de chaque personne et surtout la persévérance, l'endurance. Et puisque vous avez dit tout à l'heure, nous allons rapidement suivre le clip de votre chanson qui est Noukbo, parce que après avoir fait la rue, vous avez dit il y a toujours de l'espoir. Toujours de l'espoir. Ouais. Noukbo Town. Noukbo Town. Dans la vie, il faut nous allons suivre Noukbo Town. Ouais. Rapporté en temps réel. Monsieur Picasso, Philly Wengozi, le luxe, je m'appelle Gbevou, je suis à Cotonou, je nous la galère ainsi que la richesse. Na échec dans ça, t'as une démarche, y'a des sous nos causes, Cotonou biwe katou, y'a m'lom le tinoumi, le verre ou la nonze, des indiens kokpemi, ouais son carole, à Javon me gamme de musique, mais tu l'es mandine, manque le djemme, Alissa ouais you fait tout, et que dans les satabos les vents la dualité, va mettre des câbles de musique comme un nom les clés mais si c'est doit crosse, moi voyez plein de gens, ouais son Jeff il déboire, non les ayants des webby. Canesse Satana nous le demi-bolet découragé ou la nouko. Aquamane ekpe Billy vous sort Agbana wala nouko. Domaine de mon ekpe makako le monsa de jane nouko. Afon ve no khozumbono ilo maudo Agbana wa nouko. Nouko town qui n'en vient à Ouzoube vous mais ouais dans l'Itaou talon na dwaja mondo mais ouais dans Gbetaou kakabo na wa jeunesse couteau mais dans l'Itaou Nouko town Gbevou Ouzou de Luxe mais ouais dans l'Itaou on vient à Ouzou Raoul plasma koto nous complément
muna jabile katou. Betche we non a ye vivi. Bone we ken tole vedo. Mina no gudo we si me eno jinu mi le. Ena le tienu mi. Ni me no tian mi le. Ma uche na donu mi. Me si se do akosu. Ma wa ye plan yego. We zon jefi de bo. Non le ze yen de we bi nuko. Aye ma no mo no ble de mi bole décourager ou la nuko. Akwa ma de ekpe believe so agbana wala nuko. Do me de mo ekpe yo makakole mo so de jane. Afon ve no khazumbo no ilo ma udo agbana wa. Hustler, no limit, hustler, no limit. Amel wani togo do Paris. John akakpo do papi do Cotonou. Mika ma ou yon le do papa. Chose ou sala no no siome. Le pec AGB. Nous potons, ça c'est le morceau de Cardinal Ricky, mais très rapidement, nous allons revenir sur ce clip-là. Les premières images que nous voyons, on a vu un monsieur dans la rue qui a été battu, pratiquement il a failli subir la vindicte populaire. Qu'est-ce que vous voulez faire ressortir à travers ce message? Nous potons, ce sens, ça véhicule le message en tant qu'enfant de rue. Tu peux être en face de toute épreuve. Vous voyez un peu, tu peux rencontrer toute épreuve. Ce qui veut dire, bon, quand vous le constatez au début, l'artiste est en train de marcher dans la rue, en train de chercher de quoi manger. Et voilà, un voleur qui est allé voler de loin le voit venir. Et lui et moi, on est en même tenue, de même couleur. Pratiquement. Un peu pratiquement. Donc, à son arrivée, à l'approche vers moi, il a lancé ce qu'il a volé. Vous voyez, il a lancé ça entre mes jambes. Il a fui. Moi, en ignorant, je ne savais même pas ce qui se passait. Et puis, bof, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce que celui-là vient de déposer devant mes trucs et mes jambes, entre mes jambes? Et en même temps, le temps de me rabaisser et voir ce qu'il y a dans le sac. Et la population s'était déjà entourée de moi. Parce que c'est la même couleur de tenue. Et puis, on vous a confondu au voleur. Ils m'ont confondu au voleur. Et voilà, ils ont commencé par me battre. Et bizarrement, vous allez constater que c'est le début, c'était celui qui m'avait aidé à me donner quelque chose pour aller manger dans la journée. Ouais. C'est celui-là qui repassait et qui a vu que, ah mais le petit là, je le connais. L'artiste là, je le connais. C'est quelqu'un, il n'est pas compliqué, il n'est pas quelqu'un de si voleur ou bien comme il le pensait. Faut que je m'arrête, faut que j'intervienne à ça. Donc c'est là, il est venu, il dit, mais vous ne le connaissez pas, lui c'est un artiste, lui n'est pas le voleur que vous êtes en train de chercher. Et c'est là, à partir de là, que ceux qui sont en train de me frapper, ils se sont rappelés que, ah, vraiment celui-là, il doit être un artiste, hein, vraiment, son visage nous dit quelque chose. Hein. Ah, mais c'est pas lui, hein, vraiment désolé, excuse-nous, ils ont commencé par présenter des excuses, mais moi j'ai dit, nous, c'est la vie, et c'est des épreuves de la vie. Parce qu'effectivement, la vie aurait pu être écourtée à travers justement cette vindicte populaire qui a été malheureusement, que vous avez malheureusement subi à travers le clip là. C'est une manière aussi de demander aux populations de ne plus faire objet de vindicte populaire, c'est ça? Oui, c'est pour faire aussi appel à la population en leur disant que chaque vindicte populaire doit être au moins contrôlé. Il faut qu'on sache, il faut qu'on soit sûr que c'est vraiment et d'ailleurs, nul n'a le droit de se rendre justice a priori, donc laissez les forces compétentes faire le travail qu'il faut. Mais il y a un autre message que vous faites ressortir justement à travers ce clip, la vie difficile que subissent ces enfants dans la rue. Ouais, naturellement, nous on a fait la rue et c'était une habitude, on a subi ça et comme je l'ai dit dans la musique, voilà, donc on a subi ça, on a fait la rue, les casse en cours dans la rue et les médecaux, on appelle ça les médecaux, comment on appelle les humiliations. On a subi tout ça dans la rue, donc on ne peut que dire qu'on est enfant de rue, on ne peut que encourager les enfants de rue, leur dire que il y a de l'espoir, de ne pas se décourager. C'est pas parce qu'on est enfant de rue ou bien on est pauvre qu'on ne va pas se battre ou se décourager, non. On a aussi une force en nous, vous voyez un peu. Donc voilà un peu
On sait que Cardinal Ricky est fils unique de ses parents. Justement, vous êtes aussi père de famille avec 2 garçons. Ouais. Comment conciliez-vous votre vie d'artiste et celle d'entrepreneur avec votre vie aujourd'hui de famille? Bon, je ne peux que rendre grâce à Dieu. Je rends grâce à mon staff, à toute l'équipe qui est derrière moi, qui me supporte quand ça va bien ou mal, parce que c'est pas difficile. Vous voyez un peu, c'est pas du tout difficile. Tu as pensé à la famille, tu as pensé à t'inspirer, tu as pensé à entreprendre et mieux, et comment on appelle le branding. Le branding de ce que tu fais pour qu'on te connaisse. Et donc, c'est toute une concentration, vous voyez un peu. Mais nous, on n'a pas le choix. En tant qu'enfant de rue, on essaie de gérer. Le staff est en train de s'occuper de nous autrement. Et on rend grâce à Dieu que le meilleur arrive. Comme on le dit, nous, autant. C'est ça. Voilà. Et pour avoir fait la rue, vous avez beaucoup d'expérience, certainement à partager avec vos enfants, justement. Ouais. Bon, je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Ouais, certainement. Coup, je donnerai toujours du courage à mes enfants, je ferai du mieux. Et surtout de bons conseils. Ouais, beaucoup de conseils. Je priais beaucoup pour eux, pour que à leur tour, ça soit au moins facile que le nôtre. La rue, c'est bien. Mais on peut pas conseiller la rue à nos enfants. C'est clair. Nous, on a quitté la rue parce qu'aujourd'hui, il y a trop de dangers, trop de risques dans la rue. Voilà, voyez un peu. Donc voilà. Donc, nous, on a envie de protéger nos enfants. On a connu la rue pour dire à nos enfants ça, on le sait. Mais si eux-mêmes ils s'entêtent à le faire, on va les laisser voir les trucs là qu'on appelle les conséquences. Mais nous, les pères, on saura que les enfants, vous n'avez pas n'importe quel papa. Votre papa, il s'est battu. Votre papa, il a fait quelque chose de grand. Donc, faites tout pour ne pas être, comment on appelle, un enfant de rue, comme on dit. Et votre papa a fait la rue. Alors, vous devez suivre la voie de papa. Vous devez aller encore plus loin. Faire mieux que votre papa. Ouais. Donc, voilà. Vous avez un parcours académique en négociation, en communication, multimédia. Vous avez également fait des interprétations scolaires qui ont abouti à la création du groupe City and Heroes. Voilà. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur cette période-là, comment ça s'est passé? Le groupe City and Heroes, franchement, pour vous dire la vérité, c'est mon équipe de base. Vous voyez, on a fait les classes en cours, comme le dit la rue, on a fait l'école, on a fait tout ce qu'on dit, le business, tout ce qui est dans la rue, on l'a fait, les trocs et tout. Donc on s'aimait depuis le bas âge, on aimait la musique. Vous étiez nombreux? Oui, on était au nombre de 5 ou 6, on était au nombre de 6 au début, vous voyez un peu, mais dans l'évolution, chacun a pris son chemin. Parce que vous-même, vous le savez, les charges étaient de trop et chacun devait au moins penser à comment construire sa famille. Ouais, comme on le dit dans le jargon, chacun allait se chercher. Voilà, chacun allait se chercher. Voilà. Mais comme nous, on a de l'amour pour notre culture, on a de l'amour pour ce qu'on fait, on a continué dedans. Oui. Est-ce que ce groupe a véritablement joué sur vos inspirations aujourd'hui? Vraiment, le groupe City and Heroes, ils ont beaucoup fait parce que c'est grâce à ce groupe qu'aujourd'hui, moi, j'ai révélé mon talent. C'est grâce à ce groupe parce qu'entre nous, on travaillait, on répétait, on faisait des concurrences, on rappait entre nous, vous voyez un peu. Donc entre nous déjà, on se disait que on devait se montrer et la force du game, ce que chacun savait faire. C'est ce que les rappeurs appellent souvent les battles. Les battles entre nous, donc voilà, ça nous a forgé. Moi principalement, ça m'a forgé, ça m'a donné plus de l'amour à ce que j'aimais et puis j'ai encore foncé plus, vous voyez un peu. C'est en ça et je fais un big up à Karilo Djou et Idriss Begui qui ne m'ont pas lâché. Ils sont restés derrière moi et ils ont dit mais tiens, ce gars-là, il ne veut pas lâcher. C'est un bon truc. Car il m'a signé sous ses ailes dans Volume de musique. Et on a travaillé. J'ai fait comment on appelle, une mixtape ballet avec Karilo Djou. Vous voyez un peu quelqu'un, par exemple. On sait qu'il y a aussi quelqu'un qui vous suit de très près, justement, Ghislain Agbodji. Ah, mais j'ai... de très près le président d'honneur de l'amicale des... Mais saviez-vous que Ghislain Agbodji, il connaît la base de Cardinal Ricky? Si Cardinal Ricky est Cardinal Ricky aujourd'hui, j'ai commencé par les interprétations dans les écoles. C'était grâce à M. Ghislain Agbodji. Ah oui.
Je le remercie beaucoup parce qu'il nous a beaucoup encouragé. Il a beaucoup fait pour moi. Et peut-être que moi-même, je vais ignorer des choses que M. Ghislain Agodi pourrait se rappeler. Donc, c'est un monsieur que je ne peux jamais laisser, je ne peux jamais ignorer. Non, il fait beaucoup pour moi. C'est clair qu'il y a beaucoup de personnes qui accompagnent Cardinal Ricky. Et quels sont les artistes ou genres musicaux qui vous ont le plus influencé au début de votre carrière en termes musicaux? Influencé? Oui. Moi, personne m'influence. Hein. Ouais. Qui ont un peu apprécié, que vous appréciez beaucoup, les gens. Ah ouais, que j'appréciais beaucoup. Cela, au que début, vous vouliez utiliser un peu comme référence. Non, mais au début, comme tout le monde le savait, il y avait les Hardies aussi. Ah, d'accord. Les Hardies aussi, ils ont beaucoup fait pour moi. Moi, je lisais les lyrics du Hardies aussi. J'allais à la maison chez les Hardies aussi. Ils me connaissent très bien. Ils ne connaissaient pas Cardinal Ricky, ils connaissent Romaric. Mais aujourd'hui, ils savent que ce petit-là, il n'était pas derrière nous pour rien. Parce que moi, je fuyais de la maison. Je fuguais de la maison. Vous voyez un peu. Déjà dit tout à l'heure, la rue, c'était carrément votre seconde famille. Franchement, je fuguais de la maison pour aller regarder ce que les grands frères produisaient comme musique. Je voulais voir est-ce que c'était vraiment eux. Ça m'épatait, ça m'excitait et à travailler fort. Donc, c'était des grands frères que j'ai beaucoup suivis, je vous dis la vérité. Je les ai beaucoup suivis. Et je fais un big up aux grands frères Magic, Logozo, Archange, Grizzly et Melchior. Et dommage qu'aujourd'hui, le groupe n'y est pas, mais moi je suis de cœur pour eux, ils ont fait beaucoup pour Cardinal Ricky. Je sais que vous aimez bien le show et certainement que hier vous étiez dans le show, c'était samedi soir, hein, hier soir. Ouais. Est-ce que vous étiez dans le show? J'étais dans le show, bon vieux Diasuro. Et Diasuro, bon non, pardon, donne-moi ton nom, parce que je veux te manger ce soir, bébé. Nous allons suivre samedi soir, justement, c'est l'une des chansons de Cardinal Ricky que nous allons découvrir. Mais quoi fait le mix? Parce que c'est le samedi soir, mais vous donnez à l'oubert. Tidjan, regarde, champagne, quoi la pomme. Vele kodo, ton po gege. Ou j'ai don à mon chéri, mais. Bah, viens mener, mes galets violets. Bah, Didier Jack, mais vous de l'uskeji. Pas vele, non, de prix pour moi, ouais, bah, faut zizer, non, glo, moyen, les autres, non, t'es Vele, j'ai dit, j'ai dit. Moyen sous, câble, nous connaît. Parce que je veux te manger ce soir, baby. Je t'aime, j'adore tes fesses. I got to make more out of me, I know me. Why come me go with me, I know me. Ti trovo e camo with me, I know me. Est-ce que a camo mi so, si levo a tu me. I got to make more out of me, I know me. Why come me go with me, I know me. Ti trovo e camo with me, I know me. Est-ce que a camo mi so, si levo a tu me. Moi ça n'a tout ici. Ça dépend de ce que toi et moi nous allons vivre ce soir ici. Bébé, pour tout le gâteau de vie. Mais n'oublie pas, t'inquiète pas, toi et moi on est seuls dans la douche ici. Laisse-moi bloquer la porte sans via. Fais des sourds, bon non, pardon, donne-moi ton nom. On dit nous, nous pogotoé. I got to make one with me, I know me. Why come me go with me, I know me. Ti trovo e camo with me, I know me. Est-ce que a camo mi so, si levo a tu me. I got to make one with me, I know me. Why come me go with me, I know me. Ti trovo e camo with me, I know me. Est-ce que a camo mi so, si levo a tu me.
Cardinal Ricky, l'aventure se poursuit sur Canal 3 Bénin et précisément dans le grand format. Cardinal Ricky, en 2011, vous avez signé avec Cashflow Music pour débuter votre carrière personnelle. Quel souvenir gardez-vous de cette première expérience en tant qu'artiste solo? Ah ouais, vraiment, je vous amène loin là. Très loin, je vous remercie beaucoup parce que, à vrai dire, c'était le début de carrière, vous comprenez, c'était le début de carrière. Après, quand c'est concurrencé, on a beaucoup travaillé avec le City Rose, j'ai commencé solo. Vous voyez un peu, j'ai commencé solo et c'était de là, et City Cashflow Music, CFMG m'a pris sous ses ailes et on a travaillé un peu. J'ai eu beaucoup d'expérience là, vous voyez, beaucoup d'expérience. C'est vrai qu'on n'a pas travaillé longtemps, mais ça m'a permis au moins de me concentrer sur ma carrière individuelle, sur ma carrière solo et Cardinal Ricky. Ouais. Un peu. Et je rends beaucoup grâce à ce groupe qui était, cette maison de production qui était derrière moi. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Et je vais rester toujours dans la logique de votre montée en parlant de 2015 maintenant. Vous avez rejoint Karil Odjou et sorti le hit international Bevou de luxe, justement. Pouvez-vous nous raconter un peu la genèse de ce titre et comment il a marqué un tournant dans votre carrière? Ah, Bevou de luxe, je dirais que c'est l'hymne phare des vrais bevons, vous voyez, un peu riches comme pauvres qui se cherchent parce qu'on veut tous aller au sommet. Vous voyez un peu, non? Donc je vous dirais que c'est un son qui réunit et que ce soit la catégorie comment on appelle, des émergents et la catégorie de ceux qui sont au sommet ou bien ceux qui sont en train d'être au sommet. Ceux qui sont déjà consacrés complètement. C'est un son, par exemple, ça parle de... quand tu es vraiment de la rue et tu subis vraiment les humiliations, et après, Dieu te donne la grâce d'au moins commencer par monter un peu. Il faut croire qu'un jour tu iras au sommet. Un message très fort de Cardinal Ricky. Et quand vous parlez de monter au sommet, vous me rappelez quelque chose, l'encouragement du célèbre acteur béninois de Hollywood, Jimon Oussou. Et vos prestations scéniques avec Olamide, justement, sont aussi des moments forts de votre carrière. Exactement. Quel conseil clé Jimon Oussou vous a-t-il donné et quelle a été l'expérience de partager la scène avec Olamide? Vraiment, c'était une très belle expérience. Parce que le jour-là, lors de cette prestation, je ne pensais pas rencontrer M. Jimon Oussou, franchement. C'était après avoir presté sur scène que le monsieur disait à son frère Gaël Oussou, à qui je fais un grand big up, et mais appelle-moi ce petit. J'étais dans les coulisses quand mon manager m'a dit et monsieur Gaël Ronsoir, il t'a appelé, hein. Il dit que le boss, l'icône est là, monsieur Jimon Oussou est là. Je dis mais quoi? Jimon Oussou, le père même? Mais j'ai couru, je suis allé vers lui, et je m'étais agenouillé, il m'a parlé, il m'a dit mon petit, j'ai suivi ta prestation, c'est bien, j'ai aimé, j'ai écouté le son pour valider, c'était bien. Alors continue dans cette optique et ne lâche pas. Je te suis de très près. Et ça m'a beaucoup encouragé à donc c'était le morceau validé jusqu'à aujourd'hui. Non, c'était Noukpo. D'accord. C'était Noukpo Tantan, oui. Et il m'a dit de continuer, qu'il me suit de près. Ça m'a beaucoup encouragé, vous voyez un peu, parce que moi, je me dis toujours quelque chose, quand c'est bon, c'est bon. Et il n'y a que celui qui te voit de loin pour te dire la vérité. Alors que faut qu'on prenne en compte tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous donnent de bons conseils, tous ceux qui nous disent continue dans cette optique, c'est bon. C'est parce que nous surtout quand on vient de très loin. Ils ont une vision, parce qu'on vient de très loin. Voilà. Je reste toujours dans l'évolution de votre carrière parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur vous, justement. Vous êtes revenu avec votre propre label de Luxurior, justement, dont vous êtes le PDG. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre propre structure musicale et quels sont ses objectifs? Bon, vous savez, naturellement, moi je suis, comme je l'ai dit dans nos frères, je suis de Porto Novo et j'aime la tradition, vous voyez un peu. Ça. Et à chaque fois quand les trucs, les étapes montent, je me dis c'est beau ça va la vodio. À chaque fois quand ça change, je dis c'est beau ça va la vodio. C'est beau ça la vodio, ça veut dire qu'on a voulu quoi mais donc moi à partir d'aujourd'hui, je serai le yo-yo
tout le temps yo-yo, tout le temps neuf dans le de game. luxe yo-yo. De luxe yo-yo. D'accord. C'est de là je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je vais créer le label de luxe yo-yo. Alors d'abord c'est le luxe et c'est toujours yo-yo. C'était Bevou de luxe. Ouais. Et c'est de Bevou de luxe. Beaucoup m'appelaient de luxe déjà. D'accord. Un peu de luxe, ouais, de luxe, ouais. Donc j'ai complété le yo-yo pour leur montrer que c'est plus ça qu'on a fait le poids, mais chaque jour que Dieu fait, on va changer de couleur, on va monter. Vous voyez un peu, non? Donc voilà. On sait aussi bien que vous chantiez la vie et les faits sociaux, vous allez souvent parfois, ou du moins c'est très souvent, en profondeur pour aller beaucoup plus chercher votre inspiration dans nos religions ancestrales. J'en veux pour preuve le titre On en ferait, parce que tout à l'heure vous avez sorti une phrase, c'est Bolissa, non avoir le poids, mais non lui avoir. Ben voilà. Nous allons suivre le clip justement, On en ferait, mesdames et On en ferait. On en ferait. Change habitué, Ali Duende. Akpe mi do kwe binu bon jaton javin konon do frère. Abono no mi ando bete, nigga me j'ai pas de frère. De na wa kon bakwe, we no le kwe binu la, tache be yo, matu me de la, on si sata, bolo do kwe, do ta si sa we kan feeling che. Nou me sen le we no sen, ye we le we no konye. Kan we kan no tolu ye, sakwata si le lo kudo je, achina le no do kudo je, et tesi resi na reji. Cabiche koda nume, mi bien uno cholo frère, ni amo mi no pale amanandi, mi bien uno cholo frère, ni amo mi no pale amanandi, mi bien uno cholo frère, ni amo mi no pale amanandi, mi bien uno cholo frère. Me de ma bleu, ye bien no akbale. Me de ma flou, me de ma clo, ye bi we tu papa go. Ye bi we no te fala. Ye no vlado we. Chabi chenye makana bleu, anu ne le bi we tu akbaje agado na inu. Donc c'est que no waso, no khosu, no igbale. Bro te fa, o mo no won me de ye pe we kale inu pila. Bo ile fa, bo izume, bo tu deji agbon wale. Nigga je me de male bleu, ado ku yo ma u dagbe na no wa nu we. Nou me sen le we no sen, ye we le we no konye. Kan we kan no tolu ye, sakwata si le lo kudo je, achina le no lo kudo je, etesi resi na reji, cabiche koda nume. Mi bien uno cholo frère, mi amo mi no pale amanandi, mi bien uno cholo frère. Amo mi no pale amanandine. Mi bien uno cholo frère. Amo mi no pale amanandine. Mi bien uno cholo frère. Amo mi no pale amanandine. Mi bien uno cholo frère. Amo mi no pale amanandine. Mimbiaï Rouno Choro frère, Amamiro Gbale Amanadi, ça veut dire quoi précisément? On est tous initiés, pourtant on est tout le temps, on n'est pas mal habillés, on est tout le temps frais, que ça soit comment on appelle, dans le cerveau, que ça soit naturellement comme ça, on est frais. Ouais. Quel est le message derrière cette chanson? Le message derrière cette chanson, c'est pour dire que bon, on n'est pas non seulement parce qu'on veut être Rouno pour comment on appelle, effrayer tout le monde, ou bien non, on est Rouno pour soi-même d'abord.
On commence par se connaître d'abord. Se connaître d'abord, vous comprenez un peu. Ouais. Se connaître d'abord, c'est là d'abord la base d'être ou non. Comment je me suis retrouvé dans ces travaux que je suis en train de faire. Comment j'ai pu aider la petite famille, ceux qui m'entourent, avant de dire que je suis un grand rounon. Vous comprenez un peu. Ouais. Être un rounon, c'est pas facile. Et être un rounon, c'est pas les pelles qu'on va mettre au cou, je suis désolé. Doko eton home ete meto vodouye no jona medea. Doko eton home ete. Vous comprenez un peu? Ça vient de chez nous. C'est pour les Hachina de Porto Novo. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que le vrai vaudou, le vrai vaudou, pour être rounon frais, le vrai vaudou, c'est dans le ventre. C'est pas les pelles, c'est pas les... Non. Faut pas qu'on nous influence. Ouais. On vient tous de quelque part, on connaît tous la tradition. On a vu que dans ce clip-là, vous avez fait sortir plusieurs divinités. On a même vu les Egongons qui ont presté. Parlez-nous un peu des coulisses de ce tournage. D'abord, ce tournage, je l'ai réussi grâce à un grand frère, Arnaud Chakran et Ange Gauthier, à qui je dis un grand big up. Vous voyez un peu. Parlant de... j'oublie pas le Hustler No Limit, c'est vraiment des États-Unis, Save the State. Je l'oublie pas. C'est grâce à lui, parce que après avoir posé ce son chez mes coprods avec qui j'étais en coproduction, un grand frère qui m'a beaucoup aidé dans la production aussi. J'étais allé voir le grand frère Séverin No Limit. J'ai dit, mes grands frères, tiens, voilà, vous êtes à Cotonou et j'ai sorti un son pour nos frères, j'aimerais vous le faire écouter. Je lui ai fait écouter le son, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu attends pour faire le clip? Je lui ai dit, mais grand frère, vous le savez, un artiste a besoin de soutien. Il dit, tu as besoin de quoi? Je lui ai dit, j'ai besoin de tout ce que vous pouvez m'offrir pour le clip. De là, il m'appelle, me dit, bon, la Jeep est là, il y a la Jeep Wangler qui est là. Mon frère, tu es un rounon frère, donc tu dois prouver dans le clip que tu es un rounon frère. Et donc voilà, il m'a sorti une Jeep et bien frais. Et j'ai utilisé ça. Et sans façon, quand j'ai fini, je l'ai appelé, il est venu chercher. Et moi-même, pour te dire la vérité, je ne peux pas te parler de comment les revenants sont venus dans le clip. Parce que le reste, on va le dire au couvent. Alors, voilà. Ce qui reste entre initiés reste entre initiés. Mais voilà. Votre premier album, No Limit, est sorti en mai 2024 grâce à une coproduction avec mes copros. Quel message souhaitez-vous faire passer à travers cet album? Y a-t-il des titres phares, des particuliers derrière lesquels vous voulez faire sortir des chansons? Pour commencer, je vais redonner une toute petite chanson du très rapidement, du père de la légende. Allons-y. Nubozungu Bernardin. Et le vaudou ma igangbele chai awanjo ma igangbele nasika we vaudou na gbele do ejolo jiwe ewe vaudou awanjo ma igangbele orando ae onasika we vaudou kana gbele do jiwe ewe uosuwe ya wanjo do jivitita jiwe ewe uosuwe ya wanjo do jivitita ejolo jiwe ewe Bon, j'ai fredonné ça pour vous dire que moi j'ai titré mon son No Limit, mon album No Limit, parce que le seul No Limit c'est Dieu qui est No Limit. C'est ça. Vous voyez un peu, c'est Dieu qui a créé le vaudou. Et comme je le disais dans la chanson tout à l'heure que mon grand frère Nubozungu Bernardin a chanté, c'est Dieu même qui a fait de Satan son premier fils. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui on est initié dans la tradition qu'on va oublier Dieu. C'est grâce à Dieu on a connu Satan, c'est grâce à Dieu. Dieu au cœur de tout. Vous voyez un peu? Donc, Dieu est nos limites. Voilà. C'est là, moi, j'ai mis comme titre de mon album No Limit, God is No Limit, Dieu est nos limites. Et je dis ça pour véhiculer ce message très important qui veut dire, en tant que jeune, en tant que vieux, n'importe qui on est, soit tu es de l'hypocrisie, on sait tous que Dieu est nos limites, c'est Dieu le first. Voilà. Nous allons rapidement revenir sur une de vos chansons qui est un plaidoyer à la paix, parce que vous ne chantez pas seulement religion, vous chantez aussi la paix. Une chanson dans laquelle vous évoquez la morosité économique et le désir profond des populations à vivre heureux et en paix. Le titre c'est Vivo.
no khode don de manager to vile na idagbe bo wa kwe me de pepe manan le mon choc na eti ton re na monusa se mi janu ayin ana rin akwewa fonctionnaire ayin adona mon tenji bonu de pepe manan. Voilà Vivo, c'est une chanson qui suscite la paix au sein des populations et c'est ça justement l'une des chansons que les populations aussi apprécient au niveau du Cardinal Ricky. Cardinal Ricky, rapidement, nous sommes dans les dernières secondes de notre entretien. Un conseil très rapidement aux jeunes qui veulent aussi faire de la musique comme toi. Beaucoup de courage, beaucoup de mental à vous. Parce que c'est pas facile être artiste au Bénin, franchement c'est pas facile. On est dedans, on s'habille, nous sommes des nos frères, on est des bevons de luxe, mais il y a aussi le coulisses qui est là et qu'on ne peut pas le dire à tout le monde. En tant que jeune artiste aujourd'hui, soyez forts, préparez-vous et ne vous découragez pas de sitôt parce qu'il y a encore le bonheur devant les gars. Nous potons. Rapidement une chanson à cappella, très rapidement une chanson à cappella. Nous jolo me wezon bois banli. Bon, nous les bics à close. Y a que toi qui comble mes envies. Car t'es ma nouvelle rose. Avec toi, le temps ne compte plus. Sordonne des bois irondomi. Je suis devant le fait accompli. Le chevalier a pris le roi. Room 16, au clock. On fera l'amour de minuit jusqu'à midi. Bandage, oh God. On va naviguer en plaisir et interdit. Pas de sommeil ce soir, c'est sans limite. C'est le soleil qui me fera jouir. Entre tes jambes, c'est le paradis. Car non, c'est Vivi à la folie. Quand je te vois dans le lit, je ne pense plus à rien. Ce soir, tu es mon délire. Je veux qu'on aille loin. Ce soir, il n'y a pas d'excuse. Merci, Cardinal Ricky. Certainement que ce délire se fera hors du plateau. Je dis que c'est le dernier hit, le dernier clip du Bevou de Luxe Cardinal Ricky, disponible sur YouTube, sur toutes les plateformes en audio. Super. Allez télécharger, allez écouter, soutenez-nous. Merci beaucoup, Lirish Gaba. C'est moi qui te remercie d'être passé sur ce plateau. Merci d'avoir agrémenté notre journée. Ainsi s'achève le grand format de ce dimanche 22 juin 2025. Une émission préparée par l'ensemble de la rédaction de Canal 3 Bénin. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne et plus précisément à Jean-Baptiste Toffon, notre collègue qui assure justement la mise en ligne de cette émission. Il est le diffuseur de cette émission actuellement et il souffle un an, une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, Jean-Baptiste Toffon. Merci aussi pour tout le travail que tu fais avec l'ensemble de toute l'équipe qui m'accompagne actuellement. Merci aussi à vous, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, vous qui nous renouvelez au quotidien votre fidélité. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne suite des programmes en compagnie de Canal 3 Bénin. Portez-vous bien.